Bonsoir, Denis Guillemin, directeur du parc naturel régional du Perche. Les 4 parcs naturels régionaux de Normandie, celui des Marais du Cotentin et du Bessin, des boucles de la Seine normande, de Normandie-Maine et du Perche, sont très heureux de vous convier à cette nouvelle conférence organisée dans le cadre de l'association de l'Interparc normand, dont nous excusons le président, Laurent Marting, qui néanmoins ne devrait pas tarder à nous rejoindre et dont l'association qu'il préside vise à développer, à valoriser et à mieux faire connaître les actions conduites par les parcs naturels régionaux de Normandie. Après que l'année dernière, l'hydrologue Emma Aziza nous a parlé de l'eau face au changement climatique, cette année, nous recevons l'anthropologue Saskia Cousin, notamment professeure de sociologie à l'université Paris-Nanterre et membre du laboratoire Sophiapol. Saskia Cousin est l'auteur de très nombreux ouvrages et articles sur le tourisme, articles au sein desquels elle est notamment connue pour questionner la notion de tourisme de masse notamment et son impact socio-économique. Elle met également en garde, en quelque sorte, contre l'exclusion de certaines populations locales des recettes liées au tourisme. Elle interroge également la notion d'écotourisme et nous invite à prendre du recul par rapport à une certaine expérience touristique dite authentique et qui peut-être relève davantage de la fiction et elle nous met aussi en garde contre un tourisme dit de mimétisme qui n'était peut-être pas la vraie ouverture culturelle à laquelle nous croyons participer et elle milite en revanche pour un tourisme domestique, pas forcément loin de chez soi, mais où peuvent se créer néanmoins de véritables moments de convivialité. Alors, dans le cadre de l'Interparc normand, il nous a semblé intéressant d'entendre Saskia Cousin sur ce qu'elle entend par tourisme de nature, tourisme durable, tourisme soutenable, sur les différents sens aussi que recouvrent les notions de vacances et de loisirs. Ou encore sur le subtil équilibre, voire peut-être dans certains cas la contradiction entre accueil et préservation. Ces thèmes seront abordés au cours de 3 séquences de 20 minutes chacune, à l'issue desquelles il sera possible de se livrer au jeu des questions-réponses, étant précisé que l'ensemble de la conférence et des différentes interventions seront enregistrées. Saskia Cousin, merci encore d'avoir répondu à l'invitation de l'association de l'Interparc normand et nous vous cédons la parole. Merci beaucoup, Denis Gaimin. Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive. Et enfin, voilà, c'est rare en fait d'avoir une présentation d'une personne qui a regardé les travaux qu'on a fait. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais tout de suite partager mon PowerPoint. Comme cela a été dit, en fait, ce que j'avais proposé pour éviter le tunnel d'une heure de conférence, c'est plutôt d'avoir des moments d'échange en séquençant autour des 3 questions qui paraissaient importants aux différents responsables de parc avec lesquels j'ai échangé. Euh, c'est une entrée. Je vais le faire en fonction aussi des enquêtes, puisque finalement, ce sont des enquêtes qu'on mène avec des collègues, des doctorants depuis une vingtaine d'années sur les questions des enjeux du tourisme, des loisirs et des vacances. Donc, je vais restituer certains aspects de certaines enquêtes, mais surtout, il ne faut pas hésiter à demander des précisions. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais je peux donner des chiffres plus précisément si vous le souhaitez. Alors, afin de respecter le temps, je vais démarrer voilà. Donc, on s'était accordé sur ce titre, vers quel tourisme demain dans les parcs naturels régionaux de Normandie. Et vous allez voir que rapidement, peut-être en deuxième partie, comme ça a été précisé par Denis, je vais finalement
me débarrasser de vous montrer que finalement cette notion de tourisme, elle est problématique et elle est problématique pas seulement parce qu'elle n'est pas, fait pas partie des compétences du parc, mais elle est problématique en général. Et donc, je vais commencer par situer, on va dire, le contexte de définition. C'est pas moi, hein, c'est un certain nombre de définitions officielles pour se demander, finalement, qu'on puisse se demander ensemble d'où se situent les parcs, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre et finalement de quelle définition ils ont envie de se saisir pour défendre leur politique. Donc, première partie, qu'est-ce que le tourisme durable, soutenable ou dit de nature? Juste pour rappel, il y a actuellement à la fois il faut savoir que le tourisme, une des premières industries au monde, c'est la première industrie de service et que c'est un enjeu majeur en termes économiques. Alors là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas corrigé, c'est 2018, 1,4 milliard d'arrivées. Il y a eu une chute et aujourd'hui, en 2024, on est de nouveau à 1,4 milliard d'arrivées internationales. Et en général, c'est ce chiffre-là qui est mis en avant. Je vais revenir sur le fait que, en fait, ces chiffres nous aveuglent et que c'est peut-être pas ça qu'il faut regarder quand on est dans un parc naturel régional. La France est présenté comme le pays le plus visité du monde. En fait, il est le pays le plus traversé du monde, c'est-à-dire les vacanciers du nord de l'Europe qui vont dans le sud de l'Europe, mais on vous met ça en avant. Le Louvre est présenté comme également le musée le plus visité du monde. Euh, ces politiques qui mettent en avant ces données, c'est pas qu'elles sont fausses, mais qu'elles sont, disons qu'elles sont présentées de cette manière, font l'impasse sur, en général, ce qu'a dit Denis Guillemin, a évoqué le tourisme domestique, c'est-à-dire les vacances en France. C'est-à-dire ce qu'on va mettre en avant, c'est toujours le tourisme international, comme si c'était l'alpha et l'oméga. Or, par ailleurs, on a aussi une critique radicale et objective qui est que le tourisme produit 8% des gaz d'émissions à effet de serre et qu'on on a un énorme problème puisqu'il se développe de façon exponentielle. On a même des problèmes de saturation de l'espace aérien toujours quand on regarde le tourisme international. Donc, on a un discours du développement touristique international, des données du développement touristique international, et en même temps, un énorme problème qui est les enjeux, on va dire, climatiques et écologiques du tourisme, mais du tourisme international. Donc, avec quelque chose qu'on considère comme le fait que c'est insoutenable, donc je vais revenir avec le tourisme soutenable, le tourisme est actuellement insoutenable en termes environnementaux. Il y avait un objectif politique qui avait été émis en 2018 d'avoir 100 millions de touristes. Aujourd'hui, on a dépassé les 100 millions de touristes. En 2019, et en 2022, on avait annoncé qu'on voulait 100 millions de touristes durables. Donc aujourd'hui, on a bien dépassé les 100 millions de touristes, mais par contre, le terme durable a disparu puisque, encore une fois, ce qui est mis en avant, c'est le tourisme international, comme si les gens qui partent en vacances dans leur pays, sachant qu'ils représentent 80% des populations qui partent en vacances, c'est-à-dire en moyenne, dans chaque pays du monde, 80% des gens qui partent en vacances partent dans leur pays. Or, les indicateurs sont produits pour et par le tourisme international. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont produits par l'Organisation mondiale du tourisme et financés et produits par l'industrie aérienne et l'industrie hôtelière, qui va compter les nuitées et les transports aériens. Donc, on a à la fois un problème écologique et un problème qui est qu'on n'a pas vu jusque en fait à la pandémie. Enfin, on n'a pas vu. Disons que les chiffres internationaux ne prenaient pas en compte ce qu'on appelle le tourisme domestique. Donc ça, c'est pour situer la première chose. Contre ce tourisme international et ses enjeux environnementaux, c'est développer des réflexions sur la manière dont, sur l'impact évidemment, quel est l'impact sur le changement climatique du tourisme, et encore une fois, on parle en général du tourisme international, et puis des mobilités en particulier, puisque c'est le transport et les mobilités qui ont le poids le plus fort, et en particulier l'avion. Alors, la voiture aussi, hein, on pourrait y revenir, mais par rapport à l'enjeu du trafic aérien, enfin, c'est beaucoup moins important. Il y a un autre enjeu que je ne vais pas développer ici, mais on pourrait y revenir dans les questions, qui est l'enjeu de la pression du numérique en termes écologiques, qui représentait déjà 5% en 2019, 5% des émissions à effet de serre, avec évidemment l'intelligence artificielle, on a une explosion de ces effets.
On sait que dans le domaine et l'environnement touristique, enfin du secteur touristique, la façon dont les gens se renseignent, ils réservent, etc., il y a également un enjeu, c'est-à-dire alors que l'aérien était le problème principal en termes de d'émissions à effet de serre pour le tourisme, c'est possible en fait que la question numérique devienne aussi un enjeu pour le tourisme, ce qu'elle n'était que de façon pas anecdotique, mais moins importante avant. Donc, je vous ai mis ici la copie d'écran d'un certain nombre enfin, d'un travail qui a été fait sur les différentes zones, enfin, quel est l'impact, qui produit quoi. Donc, c'est un livre blanc que je pourrais mettre à votre disposition, évidemment, si vous le souhaitez, et qui est bien fait, notamment avec des infographies, et qui permet aussi de voir un petit peu où on se situe en tant qu'institution, que confrère, etc. Donc, je resserre un peu mon entonnoir, hein. Là, je vais arriver avec la définition, on va dire, officielle de ce que c'est le tourisme durable. Alors, je vous ai mis une vision macro parce qu'après, on va parler du tourisme de la nature et puis comment on revoit les choses depuis les territoires et non pas de façon surplombante, si vous voulez. La notion de tourisme durable, en fait, elle est la continuation de la notion de développement durable qui est issue d'un rapport célèbre qui s'appelle Notre futur commun, qui date de 1987 où le développement durable est défini comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, contrairement aux sociétés traditionnelles où on se préoccupe des ancêtres, ce qui s'est passé dans le passé, en fait, de nos relations avec les ancêtres, euh, les Occidentaux, en tout cas dans cette modernité, se préoccupent de ce qui va se passer dans le futur. Euh, Évidemment, je dis ça dans un monde globalisé, tout le monde se préoccupe de tout, mais en 87, c'est vraiment le moment où on se réfléchit en termes de projection et la question de la durabilité qui va être en anglais, on va utiliser le terme sustainable, ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Donc, des fois, vous allez trouver tourisme durable, des fois tourisme soutenable, mais en français, en général, on utilise le terme tourisme durable. Ce terme développement durable ou tourisme durable est défini ainsi par les institutions touristiques, notamment à Tout France, mais qui est une traduction hein, des institutions internationales, un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc là, vous voyez tout de suite qu'on a un problème parce que qu'est-ce que ça veut dire tenir compte? Dans quel objectif? Pour faire quoi? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pleinement? Qu'est-ce que ça veut dire tenir compte? Et comment est-ce que concrètement, si on a une agence de voyage, si on est un territoire, on tient pleinement compte? Vous voyez bien que tout de suite, ça, on a des discours généraux comme ça, mais après, concrètement, ça devient un peu compliqué si par ailleurs l'ensemble des indicateurs sont basés sur finalement des choses qui ne nous concernent pas forcément, notamment quand on est un territoire qui accueille des personnes qui ne sont pas venues en avion. Euh, Atout France a repris un schéma classique, je vous le mets juste à titre indicatif, hein, qui croise en fait, pour définir le tourisme durable, qui croise environnement, social et économie. Je vais pas, j'imagine que vous le connaissez, je ne vais pas le commenter, mais voilà, qui finalement définit comme synonyme développement durable du tourisme ou tourisme durable. Donc, est-ce qu'il s'agit que le tourisme soit soutenable au sens où la planète, les territoires puissent supporter le tourisme, ou est-ce qu'il s'agit de faire durer le tourisme au sens d'assurer sa pérennité et notamment la pérennité de l'industrie? Vous voyez bien que dans cette faille en fait définitionnelle, eh bien, vont s'engouffrer un certain nombre de pratiques ou de discours. C'est une discussion qui est ancienne, évidemment, et qui est partagée à l'échelle européenne. Donc, je vais revenir à une échelle trop locale après, mais quand même se dire qu'on est à une échelle internationale, évidemment, des réflexions sur, voilà, le tourisme durable, c'est quoi un bon tourisme durable?
et bon pour qui? Qu'est-ce que c'est un tourisme juste? Et quand je dis juste, c'est pas que pour les humains, ou pas que pour la planète en général, hein, mais c'est aussi dans les détails. Et il y a 15 agences de voyage qui proposent des circuits à l'échelle européenne, c'est important de le souligner, qui n'utilisent pas l'avion, qui ont fait en 2023 15 propositions pour travailler sur ces questions-là, pour sortir d'abord des indicateurs de l'industrie aérienne et hôtelière, puisque, encore une fois, l'immense majorité des gens qui partent en vacances n'utilisent pas cette industrie. Donc, produire des nouveaux indicateurs pour savoir de quoi on parle, en fait. Afficher l'empreinte écologique d'un séjour, c'est-à-dire finalement valoriser celles et ceux qui proposent des offres dont l'empreinte écologique est dite soutenable. Structurer un réseau européen d'acteurs du tourisme durable. Donc, on reprend le terme tourisme durable, mais derrière, l'enjeu, c'est de s'organiser en réseau, ce qui n'est pas le cas de cette manière-là actuellement. Territorialiser les compensations carbone. Là, c'est important aussi parce que finalement, on peut se dire, alors c'est évidemment important de voir les choses à l'échelle européenne et mondiale, d'avoir des conventions, de revoir la convention de Chicago, puisque le trafic aérien est géré par des conventions internationales qui datent de 1950, mais c'est aussi important que sur un territoire donné, il y ait une réflexion et une conscience comment est-ce qu'on peut territorialiser la compensation de carbone pour éviter l'achat d'arbres qui, on le sait tous, il y a eu beaucoup de rapports là-dessus, qui consistent à couper des forêts, puis replanter pour acheter des bons carbone. La reconnaissance des hospitalités diverses, c'est-à-dire effectivement pas que l'hébergement marchand tel qu'il est défini par l'industrie hôtelière, mais aussi comment est-ce que le tourisme se nourrit de l'hospitalité, j'y reviendrai. L'hospitalité, ça peut être le fait d'être accueilli chez ses parents, chez ses amis, ça correspond à la majorité dans sa résidence secondaire, enfin, voilà, dans plein de manières, et ça correspond à la majorité des hébergements de vacances. Alors, ça dépend des régions, évidemment, mais c'est quelque chose d'important qui apporte des bénéfices au territoire et qui n'est que très peu calculé. Il est calculé par des enquêtes qualitatives, mais pas tellement par des enquêtes quantitatives. Et puis enfin, la reconnaissance de circuits d'implication. Alors ça existe déjà, vous le faites déjà, les régions le font déjà, mais la façon dont on peut mieux valoriser l'insertion des circuits courts dans les séjours, dans un travail en fait avec les agences de voyage, notamment celles qui opèrent à l'échelle européenne. Alors j'essaye de passer à la slide avant. Oups. Donc moi je suis allée voir un petit peu ce qui se faisait sur les sites des parcs, etc., pour vous parler, et je vais y venir tout de suite avant d'arrêter et qu'on passe aux questions, sur la troisième terme dont on avait discuté de la nécessité de le définir, qui est la question du tourisme de nature. Le tourisme de nature, contrairement à tourisme durable, soutenable, dans les définitions, qu'elles soient institutionnelles ou autres, ou des opérateurs, c'est une approche localisée. Donc la question n'est plus est-ce que ce tourisme peut durer dans le temps ou quel est l'impact global de ce tourisme, la question de la durabilité à l'échelle globale, mais comment est-ce qu'un certain nombre de personnes, de pratiques, de territoires interagissent avec ce qu'on appelle la nature. Et donc, je mets énormément de guillemets à cette notion de nature parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, on a fait des enquêtes donc dans le cadre d'un programme financé par la région Centre pendant plusieurs années. Donc, c'est à la fois un programme Big Data, d'extraction de grosses bases de données, de photos, de commentaires, etc., et un travail ethnographique où on faisait la loi révélée, où on s'entretenait avec des personnes qui visitaient des parcs, etc., sur leur représentation de la nature. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une dichotomie, voire un malentendu, entre ce que les institutions définissaient comme étant de la nature, ou du tourisme de nature plus particulièrement, et ce que les personnes vivaient en tant que vacanciers, excursionnistes, visiteurs, etc., comme relevant de la nature. Et donc là, j'y reviendrai à la fin, il y a quelque chose, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des croisements possibles, hein, évidemment, et je vous ai mis des photos que j'ai captées comme ça, qui correspondent un petit peu plutôt, enfin, qui sont ce que vous avez produit et qui en même temps correspondent à un peu les imaginaires, les désirs que j'ai pu rencontrer lors de nos enquêtes. Ce qui était important à retenir pour le moment, c'est que c'est d'abord une perception de pratiques qui sont extrêmement localisées.
euh, et la notion de tourisme est problématique pour les visiteurs. Parce que justement, elle renvoie à un imaginaire, qui est le premier que j'ai évoqué, qui est un imaginaire, on va dire, à la fois global et à la fois avec un problème dans son rapport à la nature. C'est-à-dire qu'on a une approche localisée en tant que visiteur, en tant qu'institution. Je vais venir sur les malentendus tout à l'heure, mais la notion même de tourisme pose problème. En tout cas, c'était le cas quand on a fait nos enquêtes pour des personnes qui font ce type de pratique, mais qui n'ont pas du tout envie d'apparaître comme des touristes. Même si ils peuvent cocher toutes les cases selon les indicateurs qui existent. Donc là, il y a un problème dans la notion de tourisme et il y a un problème dans la notion de nature. Pour finir cette première partie, je voudrais dire que c'est effectivement une approche très localisée quand vous proposez des circuits, la façon dont les personnes appréhendent l'expérience, dont je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est aussi une façon de se connecter à des environnements. C'est-à-dire, là, je vous ai juste mis une carte qu'on avait fait, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qu'on a fait cette enquête, puisqu'on avait fait l'enquête à l'échelle de la région Centre, mais en fait, on avait scrappé les bases mondes de grands sites type Booking, Airbnb, et celle-là, c'est Panoramio, TripAdvisor, non, ça, c'est TripAdvisor, etc., des commentaires. Et donc là, je vous ai mis juste une petite carte pour vous donner une idée des connexions, c'est-à-dire par couleur, ce sont des personnes qui ont mis des commentaires dans différents endroits. D'accord? Donc, les mêmes personnes, et plus le trait est important, plus c'est des personnes, si vous voulez. Et donc, vous voyez bien que là, il y a une territorialisation de circuits. Et que, en fait, l'imaginaire du tourisme international, évidemment qu'il y a des gens qui arrivent à Paris et qui vont au Mont-Saint-Michel et sur la Côte d'Azur. Mais si on regarde, en fait, les commentaires postés sur TripAdvisor, et là, on est déjà, c'était déjà, il n'y a pas il y a 10 ans, mais disons juste avant le Covid, on voit autre chose. On voit qu'il y a des circuits, il y a des itinéraires, il y a des gens qui se baladent, mais en fait, vous voyez bien qu'il y a une régionalisation des visites qui peuvent être ensuite, quand on a fait des enquêtes quali, on voit bien que ça peut être en train, en voiture, enfin, il y a plein de... Mais en tout cas, pas en avion. Et que la question de qu'est-ce qui fait proximité, qu'est-ce qui fait altérité, enfin, comment ça fait, qu'est-ce que le loin et le proche dépend d'où vous êtes. C'est-à-dire, si vous êtes un touriste chinois, le Mont-Saint-Michel et la banlieue de la Côte d'Azur ou vice-versa. Si vous venez, et donc en fait, prendre l'avion, faire 5 pays en 5 jours, tout ça, ça fait partie d'un endroit qui est considéré comme local. Si effectivement vous venez de la région Normandie, votre local à vous va être différent. Mais que si vous allez en Chine, faire le tour de la Chine en 5 jours vous paraîtra normal aussi. Donc en fait, c'est la distance qui crée un problème de durabilité aussi, parce que dans les imaginaires et dans les pratiques, la représentation qu'on s'en fait, le type et derrière le type de transport qu'on va prendre va être évidemment très différent. Et on sait que plus une personne reste longtemps dans un endroit, plus ses consommations vont être localisées, plus elle reste dans un moment court, plus elle va consommer finalement les produits de l'industrie. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette première partie qui était finalement définitionnelle. Et puis, je suis à votre disposition pour une première série de questions éclaircissements avant de passer à la deuxième partie. Je propose à ceux et ceux qui veulent poser une question de se manifester avec le petit bouton réagir en bas. Vous pouvez lever la main. On a des applaudissements de Denis, hein. Non, c'est une question, et Ah, c'est pas le bon bouton je- alors, Denis, mais c'est pas grave. mais Ça marche quand même, la preuve. ça vaut applaudissements et félicitations. Je me lance, merci pour cette première approche très intéressante et qui permet de replacer les notions de tourisme durable dans leur contexte. Est-ce que vous pensez que le tourisme durable peut vraiment changer les comportements des voyageurs? Alors, je pense pas que, en fait, la notion de tourisme durable, personne ne dit bonjour, je souhaite. Ou est-ce surtout, j'allais dire, la responsabilité des professionnels du secteur?
Je pense que c'est une responsabilité politique beaucoup plus vaste que celle des responsables du secteur et enfin, les vacanciers disent je suis en vacances ou je fais du tourisme. Personne. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit je suis un touriste durable? Non, il va peut-être avoir une relation. Je fais une excursion dans la nature, je vais en vacances à la plage, je sais pas. Mais il va caractériser ou je souhaite me retrouver avec ma famille. Il va caractériser par son expérience et non pas par une catégorie qui correspond à un enjeu de politique publique mondiale, on est bien d'accord, mais où on a un énorme problème. Alors je pense que, on va dire, les territoires pourraient faire pression, mais concrètement, c'est plutôt à l'échelle internationale, c'est-à-dire les conventions, encore une fois, les conventions de Chicago, le fait que qui donc régissent le transport aérien, le fait que ben, finalement le train soit moins subventionné que les aéroports, le fait que quand on fasse les calculs sur l'attractivité d'un territoire pour légitimer l'implantation d'un aéroport, on compte toujours les gens qui arrivent, mais jamais ceux qui partent. On a fait des enquêtes en Occitanie et dans la région de Marseille et on a repris les catégories qui avaient été choisies enfin qui étaient les catégories publiques en fait, des gens qui défendaient l'extension de l'aéroport de Marseille, et on s'est rendu compte que comme ils ne prenaient jamais ce que les départs qu'allait permettre l'extension de l'aéroport, tous les chiffres étaient biaisés en fait. Donc en fait, on a plein de petites questions comme ça qui sont liées au fait que ces indicateurs, eh ben, ils sont produits par en fait l'industrie aérienne. C'est un peu comme si les indicateurs de santé et les remboursements médicaux étaient uniquement produits par l'industrie pharmaceutique et pas par les médecins généralistes, hein, et pas par les chercheurs et pas par les gens qui s'occupent de la sécurité sociale et pas, enfin, vous voyez, donc en fait, on a un problème. Je pense que le concept de tourisme durable est pertinent si ça devient une catégorie politique dont les politiques se saisissent. Alors peut-être évidemment à tous les territoires, mais je crois que les territoires en France en tout cas, et depuis la Troisième République, enfin depuis le 19e siècle, se sont saisis de ces questions de vacances et de tourisme depuis les territoires, et donc ont toujours eu des politiques locales qui, en termes de tourisme durable, en fait de développement durable, sont moins problématiques que des discours à l'échelle internationale comme l'OMT ou nationale comme la France, où finalement on vise toujours des objectifs quantitatifs sans se préoccuper de la durabilité des territoires qui vont être impactés par ces objectifs quantitatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, je me suis peut-être... Si, très bien. Et bon, est-ce qu'il y a d'autres? Merci, si, très, très bien. Moi, je me disais aussi, bon, aujourd'hui, le tourisme durable est de plus en plus mobilisé par à la fois nous, les acteurs institutionnels, mais aussi un grand nombre d'acteurs du domaine privé. Et c'est pas toujours comment, pour le consommateur, distinguer les pratiques véritablement transformatrices de celles qui relèvent principalement du greenwashing ou du nouveau récit marketing, quoi. Ben, c'est toute la complexité en fait, et c'est pour ça que c'est très important aussi qu'il y ait une vraie politique. C'est-à-dire qu'il y a une sous-estimation totale pendant des décennies, et c'est en train de changer, hein, mais le tourisme, de toute façon, ça marchait toujours, donc on n'avait pas à se poser la question. C'était un truc de territoire, donc au niveau de l'État, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de politique touristique, secrétariat d'État, etc. Et puis une séparation avec une politique des vacances, alors que 80% des Français partent en vacances en France et que l'immense majorité des territoires, hors les littoraux, les grands centres urbains, en fait, bénéficient d'un tourisme ben, des Français en France, quoi. Et donc, en fait, c'était pas une question. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de travailler ensemble sur cette question-là. Alors, les choses qu'on propose souvent, ça va être, enfin pas moi, mais des normes AFNOR, ce genre de choses, qui sont en fait très très compliquées, mais qui sont pas du tout adaptées. Pareil pour l'hébergement, vous voyez, les étoiles, et ben, si vous avez une chambre plus grande avec une baignoire et la clim, eh ben, vous avez plus de points. Et donc, en fait, c'est totalement contre-productif par rapport à cette question-là. Donc, la question, voilà, ça passe à la fois par
des normes et des règles, hein, désolé, mais aussi par, à l'échelle, une volonté politique et que ça ne repose pas uniquement sur les opérateurs. Parce qu'évidemment, une chaîne internationale va avoir plus de facilité à mettre des grandes baignoires et de la clim. Or, évidemment, on sait que ça n'est pas ça. Alors qu'une chambre d'hôte qui sera 2 étoiles parce qu'elle aura une petite chambre et qu'elle sera chauffée avec un poêle à bois, bah, aura des problèmes pour avoir sa troisième étoile. Donc là, il y a quelque chose en fait qui est lié à un changement profond aussi de la réglementation, qui est lié à l'histoire de la modernité dans les années 50. Et c'est ce qu'on appelle, j'ai un doctorant qui travaille sur ces questions-là, le mythe de la chambre blanche, donc Touring Club de France. Donc il faut la chambre la plus standardisée possible, par exemple. Oui, pardon. Laurence Dervaux a levé la main. Laurence, avec ton micro. Je vais Et peut-être réitérer. juste, pardon, si Saskia Cousin peut arrêter le partage d'écran, parce que je suis pas sûr que tout le monde voit les intervenantes et intervenants. Merci. Alors, arrêtez le partage. Donc, je voulais juste réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Peut-être que effectivement, la marque parc dans nos territoires permet de distinguer, mais là peut-être ma collègue pourrait en parler, mais la différence qu'on fait entre des étoiles et puis un marquage parc, où on a des hébergements marqués qui ont d'autres caractéristiques et où on reconnaît effectivement peut-être d'autres qualités à une bonne chambre d'hôte ou un bon gîte ou à une belle chambre d'hôtel dans un autre sens, mais qui n'est pas standardisé. Enfin, pas complètement standardisé puisque c'est parc par parc qu'on va définir aussi, même si c'est des paramètres ou des, bon, des points communs au niveau national, il y a aussi des identités locales qui sont reconnues dans la qualification qu'on va en faire. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Anne-Sophie peut-être pourra réagir après, mais je me pose beaucoup de questions aussi, moi, sur le tourisme de nature. J'en parlais quand on préparait cette réunion en vous expliquant que quand je suis arrivée ici en 2015, il y a eu une réaction assez ferme des intercommunalités qui ont dit le parc maintenant, ça suffit, en gros. La compétence tourisme est dans les intercommunalités et on ne voit pas pourquoi le parc continuerait de s'y intéresser. Et on a enterré l'âge de guerre à l'époque en disant ben, les parcs ont vocation à travailler sur le tourisme de nature. Peut-être effectivement sans définir exactement ce qu'on sous-entendait par là. Donc on a travaillé, Anne-Sophie, hein, sur le tourisme ornithologique, on a travaillé sur des hébergements voilà, en pleine nature. Je ne sais pas si c'est ça le tourisme de nature, parce qu'aujourd'hui on travaille par exemple sur les déplacements cyclos sur la route des Chaumières, qui était une route comme on l'imaginait il y a 30 ou 40 ans, pour découvrir les Chaumières en bus ou à vélo, enfin en bus ou en voiture. Et aujourd'hui, on en fait un itinéraire qui pourrait être 100% cyclo. Alors, est-ce que ça, c'est du tourisme de nature? Je ne sais pas, parce que voilà, on n'a pas toujours la même réponse en face de nous, des intercos qui nous disent, ah oui, mais là, vous êtes sur du tourisme, on peut baliser, et puis d'autres qui nous disent, bah non, non, c'est du tourisme de nature, donc nous, on balise pas, hein, c'est vous. Enfin, voilà, on en est à des questions très pratiques et pragmatiques en disant, bah, voilà, les choses sont pas résolues, on n'a pas bien classé, on sait pas qui fait quoi, et donc bah, allons-y comme ça, quoi, et on décidera au fil du projet si c'est de nature ou pas de nature, si c'est EPCI ou pas EPCI. Voilà, cette définition-là, moi, pour moi, elle n'est pas encore évidente. Et je précise, Laurence, que tu es directrice du parc Oui, pardon. naturel régional des Boucles de la Seine-Normande. Oui, c'est pas indiqué sur ma petite étiquette. Et Anne-Sophie, peut-être vous pouvez réagir aussi sur ce que je viens de dire. Oui, bonjour à tous, Anne-Sophie Géane, donc je suis en charge du tourisme, qualification et tourisme de nature au parc des Boucles de Seine-Normande. Effectivement, donc je suis en charge de la mise en œuvre de la marque Valeur Parc sur notre territoire depuis plusieurs années. Euh, et euh, la remarque de Madame Cousin là sur les étoiles, ça me parle puisque effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des hébergeurs, surtout parce que dans le référentiel de la marque, il y a un prérequis,
Il faut que les hébergements, ils aient au moins 2 épis, 2 étoiles, voilà, ça c'est un minimum. Moi, je dis aux hébergeurs qui vont aller chercher du coup le classement meublé tourisme que je leur indique comme un prérequis, je leur dis, ne cherchez pas à avoir le plus d'étoiles possible, c'est finalement contradictoire avec ce que recherche le parc. Et effectivement, je leur alerte, et j'ai déjà eu le cas d'hébergeurs qui me disent, bah, et oui, il y a un sèche-linge dans mon gîte, mais en fait, moi, j'en voulais pas, mais pour avoir tant d'épis sur Gîte de France, il fallait que comme je suis un gîte de groupe, ou je sais plus exactement, mais il fallait avoir le sèche-linge. Euh, Ah, je pense que, mais oui, effectivement, enfin, juste, je confirme, on a toujours cette espèce de difficulté entre la nécessité de formes de standardisation pour être identifiable, reconnaissable par les publics. Excusez-moi, Et bon, c'est une interruption. Oui, donc simplement, voilà, donc sur le nombre d'étoiles, effectivement, je suis d'accord. C'est vrai que pour rapport à la marque, on est finalement, on nous dit, bah oui, on nous incite à avoir plus d'équipements, avoir plus de, ce qui va à l'encontre, en fait, donc des valeurs de la marque. Et puis après, effectivement, sur l'aspect dont parlait Madame Dervaux, sur la stratégie tourisme là on est en train on vient de valider une nouvelle stratégie tourisme et c'est vrai que ça a permis de repositionner un petit peu le parc finalement comme un acteur qui est reconnu à l'heure actuelle, contrairement à ce que disait Madame Dervaux quand elle est arrivée en 2015, où on nous disait bah maintenant il y a la loi NOTRe, donc il faut revoir un petit peu l'organisation, notamment avec le parc. Là, on observe quand même que maintenant, le parc a tout son rôle. Enfin, je trouve que les acteurs du tourisme, finalement, nous attendent justement sur nos spécificités. Et donc, après, à voir effectivement, est-ce que euh, quelle thématique finalement intéresse les autres, nos partenaires EPCI, en fait, qui sont en charge de la mise en œuvre de leurs compétences, mais enfin, je me rends compte que c'est aussi à chaque parc finalement d'arriver, d'apporter une plus-value par rapport à son territoire et aussi à ce qu'ils ne font pas eux-mêmes, pour bien voilà, qu'il y ait une légitimité du parc et puis aussi une plus-value tout simplement, quoi. Oui, merci beaucoup. On trouve justement, enfin moi je pense que c'est important. Après, c'est des questions de tactique, de stratégie par rapport aux compétences et il y a un côté aikido, en fait, d'utiliser le terme ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez le terme tourisme pour pouvoir faire les choses que vous souhaitez faire pour le parc ou vous ne l'utilisez pas justement pour le faire? Ça, finalement, ce sont des tactiques qui sont liées à des normes auxquelles, enfin, et qui peuvent changer. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement l'idée que ben, on va travailler en fait avec des standards, enfin, des façons, une spécificité d'une offre, notamment d'hébergement ou autre. Mais ce qui est toujours compliqué, c'est comment on arrive à une reconnaissance, parce qu'après, ben, finalement, le visiteur, il vient, il revient. C'est pas la question quand il revient, c'est bon. La question, c'est à quel moment il y a une identification, et donc il existe les épis, les tout ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a un enjeu très important aussi de faire advenir à l'échelle de ces normes. C'est important de ne pas les prendre en compte tout le temps, mais c'est aussi important de faire un travail pour que ces normes changent. Parce que, on peut le regretter, mais beaucoup de visiteurs, bah, ils vont regarder ce type de normes. Donc, je pense que c'est un double travail. Comment est-ce qu'on construit une spécificité locale et comment finalement on met le pied dans la porte pour changer en fait structurellement un certain nombre de normes ou d'indicateurs. Donc, que ce soit les normes, les indicateurs qui vont vous dire, ben voilà, il y a tant de touristes en oubliant ben, les vacanciers domestiques, ou que ce soit les normes hôtelières. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Si vous voulez bien, je vous propose d'enchaîner. Alors, je repartage. Ça vous convient? Oui. Oui, très bien, très très bien. Alors, je reviens. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà.
Euh, donc, ce deuxième moment, l'idée, c'était de travailler, après les discussions qu'on a eues, hein, sur la question de qu'est-ce qui distingue, en fait, justement, ces vacanciers des touristes. Et je me souviens que enfin, voilà, on a eu cette discussion, j'ai insisté sur le fait que les vacanciers ne sont pas des touristes, ils ne le sont pas au niveau de d'où ils viennent, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est des personnes. On peut être en tant qu'individu, touriste, vacancier, ayant des loisirs, etc. Mais au moment où on est, en tout cas la sociologie va organiser une analyse où elle va, en s'intéressant aux pratiques, aux désirs, aux imaginaires des uns et des autres, montrer qu'en fait, ce qui est cherché derrière, et l'expérience vécue, et le souvenir et les photos qui vont être postées ou pas postées, dépend en fait de cela. Donc, j'ai oublié de mettre en œuvre mon... Excusez-moi, je suis à Dakar, j'habite juste en face de la mosquée. Donc, je ne sais pas si vous entendez le muezzin, mais voilà. Donc, dans la façon dont est structuré finalement le récit touristique et l'organisation de l'industrie, et ça peut permettre de comprendre un certain nombre de choses aussi, c'est que finalement, le tourisme, c'est consommer de l'espace. On le voit dans la mise en valeur de soi-même, hein. Ce qu'on a fait, où on est allé, les petits drapeaux qu'on a pu poser, etc. Euh, le vacancier, c'est la vacance, hein, c'est le vide, si vous voulez, c'est ce qui revient dans les récits, c'est le temps libéré. Donc là, on a une opposition fondamentale, étymologique, historique, culturelle, dans un rapport au monde et au temps. Donc le tourisme est un rapport à l'espace et les vacances sont un rapport au temps. Donc le problème, c'est pas de collectionner pour le vacancier. Le problème, c'est d'avoir du temps. Le touriste, lui, il veut collectionner des espaces. Et donc l'osium, c'est le loisir. Osium, c'est l'oisiveté, le loisir, le temps libéré. C'est ce qui, dans les temps grecs et romains, fait l'homme libre. L'homme libre, c'est celui qui jouit du temps libre. L'esclave, il est nec osium, qui a donné négoce. C'est celui qui travaille. Et en fait, le touriste, en fait, c'est une mise au travail quand nous ne travaillons pas. Cette mise au travail consiste à consommer des espaces. Euh, Effectivement, ça produit aussi de l'activité économique, etc. Mais dans les représentations, les pratiques, etc., vous voyez bien que derrière, on met des choses ensemble où dans les imaginaires et les désirs, ça va être très différent. Or, ce qu'on voit avec les vacances d'été en particulier, l'attente de l'immense majorité de nos concitoyens, c'est jouir du temps libéré. La première motivation, et on peut retourner dans 70 ans d'enquête, c'est se reposer. La deuxième motivation, c'est se retrouver. Donc, se reposer, se retrouver. Après, la question se pose de où. Mais la première motivation, c'est ça. Alors que le touriste, il va aller quelque part, pour plein de raisons, mais sa première motivation, c'est d'aller quelque part. Euh, Dans cette construction d'un rapport au monde qui est complètement différent, donc au temps et à l'espace, finalement, ce qui va mettre en avant, c'est des valeurs différentes. Donc les touristes vont mettre en avant une valeur de mobilité. Ce qu'on a fait, comment on a voyagé, qu'on a pris l'avion. Alors maintenant, c'est moins distinctif, mais il y a cette idée de la valeur de la mobilité individuelle. Dans le discours des vacances, on retrouve un discours de l'ancrage. Je suis arrivée, je vais dans le même camping depuis 40 ans, ou j'ai hérité de la maison de mes parents, ou voilà. C'est un discours de l'ancrage. Donc c'est important parce que finalement, les valeurs qui vont être mises en avant ne sont pas du tout les mêmes. Et encore une fois, la même personne peut tenir des discours différents à différents moments de l'année, hein. Mais on sait que toute chose étant égale qu'à par ailleurs, comme dirait Bourdieu, en fait, l'immense majorité des gens c'est d'abord se poser quelque part, et puis en fonction des catégories de revenus, plus on a des moyens, plus on va ajouter à cette éthique de l'ancrage, les vacances, les valeurs de mobilité. Donc le tourisme, notamment le tourisme international. Euh, Ce qui va être mis en avant par l'industrie, évidemment, puisqu'il faut faire consommer de l'espace, c'est l'exotisation. Et donc, finalement, des choses qui avaient été... Donc là, je vous ai pris une photo d'un catalogue d'une compagnie aérienne, des choses qui avaient été développées pour ancrer, et qui existent toujours d'ailleurs, hein, qui permettent à des personnes de se ressourcer, d'avoir un rapport au monde, de développer, enfin voilà, le discours de la cabane, hein. La cabane, c'est quelque chose qui nous renvoie à des fondements, on va dire, anthropologiques.
de notre rapport au monde, à l'environnement, au paysage, sont devenus des manières de vendre de l'espace. Et donc avec une exotisation et donc il faut que la cabane soit, donc là vous avez tendance cabane magique, parce que finalement, bah, ces cabanes, elles vont être connectées, etc. Alors qu'à l'inverse, eh ben, on peut avoir des pratiques et des mises en avant par ceux qui vont mettre en avant les vacances, de l'endroit où vous allez depuis toujours, parce qu'il y a un autre regard qui va être posé par un ami vacancier ou par un opérateur. Vous allez avoir un regard exotisé sur votre propre lieu, enfin en tout cas que vous connaissez depuis 30 ans. Et pour illustrer ça, je vous ai mis une photo personnelle. En fait, c'est le village où j'ai grandi, hein. Et puis, ce pont, je le prends depuis 40 ans, en fait. Je me suis jamais posé la question. Enfin, voilà, c'est un pont, je passe dessus, quoi. J'ai une amie qui est venue et on était en mois de novembre, et elle est allée se baigner parce que, enfin, voilà, elle m'a expliqué en quoi ces chutes étaient importantes, etc. Et en fait, mais ça a complètement changé mon regard sur cet espace que je n'avais jamais vu comme quelque chose d'un espace du quotidien. Et donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les entretiens qu'on fait, c'est que les personnes qui vivent dans des endroits ou qui habitent dans des endroits ou qui ont des résidences secondaires ou qui vont au même endroit depuis longtemps, lorsqu'ils ont des personnes qui viennent d'ailleurs, vont redécouvrir leur lieu. Donc c'est un autre rapport, ça n'est pas du tourisme, il ne s'agit pas de consommer de l'espace extérieur, mais c'est ce qui est mon espace, tout d'un coup va être révélé par un regard extérieur. Et donc ça, c'est un élément très important pour le réenchantement en fait du local. Et on trouve ça aussi quand on fait des enquêtes en milieu rural, hein, sur la manière dont aussi des vacanciers, pour les enfants, mais pas que, ont réenchanté des espaces locaux, pas simplement par le fait d'y avoir un autre regard. Et donc finalement, je vous ai fait un petit carré sémiotique bon, classique. Vous voyez, carré sémiotique, c'est une façon heuristique de réfléchir à un type de rapport à quelque chose. Donc c'est construit A non A, B non B. Donc A est l'opposé de non A, pas de B. En me disant, bah voilà, qu'est-ce qui dans ce rapport, et donc je l'ai fait pour la campagne, parce que les enquêtes qu'on avait fait, c'était sur le rapport à la campagne, ce qui n'est pas la même chose que la nature, on est d'accord. Euh, Qu'est-ce qui ressort dans les entretiens, dans ce rapport à la campagne? Et donc, il y a deux choses. Un rapport qu'on peut qualifier de rapport à l'identité personnelle ou collective. C'est le lieu où on se retrouve en famille, entre amis, dans la maison d'enfance. C'est des souvenirs. Beaucoup de gens évoquent la question des souvenirs d'enfance, qui s'oppose à la question de l'altérité. J'ai découvert un patrimoine incroyable, etc. Des gens qui sont des urbains, qui ont un rapport altérité, voire exotisé à la ruralité, et donc qui vont découvrir des choses qui leur sont étrangères. Et puis de l'autre côté, dans le rapport au corps et à l'esprit, donc premier motif qui revient, c'est se reposer, s'aérer, se ressourcer, se promener, se restaurer, se rien faire. Donc là, on a vraiment un rapport au corps spécifique dans le discours de rapport à la campagne. Mais on trouve aussi, même si c'est moins important, donc comme l'altérité est moins importante, le rapport à l'esprit. Donc là, par exemple, le ciel étoilé, le fait d'avoir le temps de lire, de goûter des spécialités locales, etc. Donc on trouve ces quatre choses qui vont s'organiser complètement différemment, par exemple, dans le cadre du tourisme urbain. Enfin, c'est-à-dire, on a toujours identité, altérité, corps, esprit, mais la place que ça prend dans les discours, que ça soit sur le moment ou quand on parle de ses souvenirs de vacances, va être très différente. Et finalement, dans le rapport à la campagne, c'est des récits, des souvenirs, peu d'images, c'est-à-dire peu de photos en fait. Les gens ont peu de photos à vous montrer. Alors qu'ils ont fait 3 fois le tour de la planète, ils ont pris beaucoup plus de photos. Mais ce qui va être plus important pour eux, c'est plutôt des souvenirs de moments passés ensemble sur lesquels on n'a pas tant de photos que ça. Et donc, pour finir sur cette question vacances, bien, je suis allée aller beaucoup plus vite que prévu, mais bon, que ça tombe bien parce que la troisième partie est plus longue. C'est vraiment important de ne pas confondre tourisme et vacances. Alors, encore une fois, euh, il peut y avoir des usages stratégiques. Mais on a quand même, dans les enquêtes qu'on a fait, la façon dont les personnes qui vont en vacances en milieu rural, à la campagne, dans un discours sur la nature, ne se représentent pas comme faisant du tourisme. Alors peut-être que cette catégorie peut avoir une efficience à force, tourisme de nature. Par contre, touriste de nature,
dans les enquêtes, ça crée une forte répulsion de la part de personnes qui ne veulent pas être des touristes, veulent bien être des excursionnistes, des visiteurs, des vacanciers, des hôtes, ce que vous voulez. Mais le terme touriste, parce qu'il est connoté, eh bien, en fait, ne rencontre pas l'assentiment. Ce qu'on voit à l'échelle française, donc là pour venir sur la question plus macro, c'est que comme je vous l'ai dit, 80%, entre 70 et 80% des Français partent en vacances en France. On a un littoral et des centres urbains qui sont très fréquentés à certains moments et des gens qui ont un rapport au monde rural sur lequel ils reviennent, mais toute une partie de la population, pour plein de raisons, avec qui il y a un rapport qui est très compliqué avec le monde rural, on va dire. Euh, on voit, et ce qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, une rupture, par exemple, par rapport aux questions des colonies de vacances. La question de la socialisation aux vacances, et notamment aux vacances en milieu rural, fait que ben, finalement, cette socialisation en vacances en milieu rural qui avait lieu quand les colonies de vacances populaires étaient plus généralisées se fait moins. Donc, en fait, on a finalement un décrochage. Des personnes qui sont allées pendant 30 ans dans le même camping, ben, finalement, leurs enfants n'y vont pas parce que le camping a connu une montée de gamme qui fait que finalement, c'est moins accessible. Troisième élément qui est que ben, beaucoup de destinations aujourd'hui sont plus aisées à l'étranger qu'en France, à la fois d'un point de vue financier, mais pas seulement. C'est-à-dire c'est plus simple de réserver un billet d'avion et d'aller en RER ou je sais pas quoi, aller prendre son avion pour aller à un resort tout inclus, que de comprendre en fait une organisation, un espace qui demande de faire soi-même son séjour. Pourquoi? Et c'est normal parce que ben, les agences de voyage, elles organisent, enfin, soit c'est du tout inclus et donc finalement vous arrivez, vous êtes pris en charge à l'aéroport de A à Z, soit ben, finalement on vous organise un circuit sur mesure. Mais il faut pas oublier que là, on voit un décrochage d'un certain nombre d'urbains par rapport à leur maîtrise en fait du monde rural. Et donc, ils vont maîtriser la station balnéaire en Atlantique ou méditerranéenne parce que finalement, elle correspond à un séquençage qui est fait par l'industrie, qui est facile, enfin, qui demande une socialisation qui est maîtrisée, alors que ben, ce qui fait une socialisation précoce, et c'est la même chose pour la montagne, qui était liée notamment aux vacances en famille, aux colonies de vacances, ben, il y a eu un décrochage. Euh, c'est un problème pour l'avenir, ça n'est pas encore un problème pour maintenant, parce que finalement, on va vers une concentration, toujours plus forte concentration de certains hauts lieux, euh, avec des gens qui veulent toujours partir en vacances, mais qui ne maîtrisent plus forcément de la même manière le village d'origine, celui de ses parents, de ses grands-parents, etc. Parce qu'il y a ben, finalement, pour les urbains, un relâchement des liens qui étaient originellement familiaux. Il n'empêche que quand on fait des enquêtes, et ça revient toujours, les vacances sont considérées comme le premier motif de bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et une nécessité vitale, personnelle, familiale et une obligation sociale. Donc, une fois qu'on a dit ça, on sait que 40% des Français ne partent pas en vacances en France. Ce chiffre n'a pas changé depuis les années 90. Il n'a pas changé, alors même que ce qui définit les vacances a changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus que 5 nuits consécutives passées hors de son domicile. Maintenant, c'est plus de 4 jours passés. Donc, on a enlevé un jour de moins, en fait, pour garder le même taux. Mais donc, tous les ans, depuis 94, on a des discours au mois de juillet qui vous disent 40% des Français ne partent pas en vacances en France. Mais en fait, ça ne change pas. En vacances en France, l'été. En fait, si on compte les vacances d'hiver, c'est-à-dire en gros le séjour à Noël dans la famille, on a 75% des Français qui, enfin en tout cas des résidents en France, qui partent dans l'année. Mais les personnes n'y mettent pas du tout les mêmes intentions, les mêmes expériences. Noël, on y va pour être en famille, on boit, on mange, etc. C'est pas le moment où on se repose en fait. Donc il y a, un- il y a vraiment un enjeu en fait de décrochage, alors même que, par ailleurs, on va vous parler de surtourisme, de 100 millions de touristes, etc. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Et celles qui font tenir structurellement l'économie touristique des territoires, c'est plutôt celles qui sont en train de décrocher. Et on l'a vu pendant la pandémie, parce que ce qui était fascinant pendant la pandémie en France par rapport au reste du monde, c'est qu'évidemment,
plus aucun tourisme international, décrochage total, hein, baisse de 90% du tourisme international. Mais à l'été 2020, ça n'est plus 60% des Français qui sont partis en vacances en France, qui sont partis en vacances, c'est 54%. Donc on n'est pas dans un décrochage. Évidemment que ça baisse un peu, mais vous voyez qu'entre 54 et 60%, ça tient. Ça veut dire qu'on est alors qu'on était dans une situation mondiale où le tourisme international était totalement évaporé, les vacances en France euh, se sont maintenues. On a eu 94% de vacances en France, les 6% étant plutôt des retours dans la famille à l'étranger. Donc ça veut dire qu'en termes de crise, pour l'économie des vacances, pour aller vite, hein, qui comprend l'économie touristique et non l'inverse, ben, en fait, c'est l'été, c'est la semaine, les 15 jours ou les 3 semaines qui tiennent la route, même quand on est dans un contexte extrêmement compliqué comme celui de l'été 2020. Donc pour finir, les vacances en France, c'est à la fois un héritage très puissant qui est lié à l'histoire des congés payés, mais aussi des luttes pour le temps libre, l'accès aux congés payés, enfin voilà, toute une histoire. Et qu'aujourd'hui, ben, en fait, il y a plein de gens qui n'ont plus accès aux congés payés. Et donc, ben, concrètement, si vous êtes chauffeur de taxi, ben, vous n'avez pas des congés payés, hein. Donc, et donc, en fait, ce décrochage, il est du rapport à la campagne, aux vacances, etc. C'est pas juste le monter en gamme des campings, bien évidemment. C'est aussi la transformation d'une société qui était, ou en tout cas qui s'était pensée comme une société du salariat et qui change. Donc, la question, c'est comment les territoires réfléchissent à cette question-là qui est une question qui est importante pour l'économie du territoire, mais qui est aussi une question citoyenne, en fait, une question politique. Sortir des personnes, des enfants en particulier, pendant 3 jours de leur environnement quotidien, c'est un enjeu politique, citoyen, républicain, ne peut pas reposer évidemment que sur les territoires ruraux, mais qui est aussi un enjeu et qui me paraît sous-estimé par rapport à la question de va-t-on faire 100 millions ou 110 millions de touristes internationaux. Sachant que 50% des enfants des ménages les plus modestes ne partent jamais en vacances. Euh, donc ça, c'est important. Les collègues de Marseille avaient fait des enquêtes où la moitié des enfants de certaines cités de Marseille n'avaient jamais vu la mer. Donc, enfin, on est dans des... Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un enjeu et que finalement, le rapport aux loisirs, aux vacances n'a jamais été vraiment pris au sérieux alors qu'il y a un enjeu. Et je pense que la reconnexion avec la nature, je vais y venir, est centrale. Avec la nature, avec les vivants, avec l'ennui d'être toute la journée dans la campagne pour se mettre à faire une cabane parce qu'il n'y a pas Internet. Enfin, plein de choses comme ça qui font qu'il y a un enjeu politique qui est fondamental dans la construction bah, du petit citoyen, du collectif. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie qui était finalement la manière dont on peut penser différemment bah, finalement l'industrie du tourisme et la question des vacances, sachant que le vacancier va utiliser les aménités, l'offre touristique, c'est-à-dire le transport, l'hébergement, etc., possiblement. Mais vous voyez qu'on prend les choses différemment, on les prend du point de vue de ce que font ou ne font pas les gens, de ce qu'ils désirent. Et ce qu'ils désirent, c'est se retrouver, se reposer. Et ça me paraît un enjeu, alors peut-être secondaire, mais qui me paraît un enjeu citoyen assez intéressant à penser, pas seulement, et ce n'est pas le cas du point de vue des politiques publiques, mais aussi du point de vue de celles et ceux qui les accueillent. Voilà. On propose à nouveau de lever la main pour des questions. On se donne 5 minutes peut-être. Si je peux intervenir sans lever la main, pardon. Bonjour à tout le monde. Laurent Marting, président du parc Normandie-Maine et de l'association Interparc. Merci, Madame Saskia Cousin, d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Et je voulais juste dire que j'étais assez d'accord avec cette différence que vous faites entre les deux termes touristes et vacanciers. C'est vrai que lorsque l'on parle vacances, on parle essentiellement repos, farniente, et puis voilà, se ressourcer au sens du repos. Et quand on parle tourisme, on a tout de suite l'image du Chinois qui est dans son bus, qui arrive dans un lieu, qui prend 3 photos, qui remonte, etc. Et j'entends de temps en temps
des gens me dire, mais en vacances, je fais aussi un peu de tourisme. Ce qui veut bien dire ils font eux-mêmes la différence. Et il y a cette recherche aussi de lieux un peu différents, voilà, de découverte des patrimoines, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient culturels. Mais ça crée une difficulté lorsque nous voulons promouvoir nos territoires et les actions qui sont menées, simplement parce que lorsque l'on doit écrire quelque chose ou un document ou pour expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire, est-ce que l'on s'adresse aux vacanciers ou est-ce que l'on s'adresse aux touristes? Et en fait, on s'adresse un peu aux deux parce que chez nous, on peut aussi prendre du bon temps, même si on n'est pas tout à fait dans la famille, mais on a aussi les gens locaux qui malheureusement ne visitent pas suffisamment le territoire dans lequel ils habitent. Mais lorsque l'on souhaite faire venir d'autres personnes, bah, ils peuvent prendre du bon temps et se ressourcer dans ce patrimoine naturel si beau que l'on peut trouver dans nos quatre parcs tout en ayant l'exploration de l'environnement naturel. Et donc, voilà, en consommant un petit peu l'espace parce que, il mérite d'être vu, parce que, voilà, il est là, il est présent, il est mis en valeur par l'action des quatre parcs. Mais c'est toujours quand même une petite difficulté. Ces vacanciers qui veulent malgré tout faire un peu de tourisme. Et c'est pas si simple que cela. Pour nous, promouvoir, hein, je veux dire. Oui, tout à fait, effectivement. Mais là, vous voyez, et vous, ce que vous faites remarquer, et ce que font remarquer les territoires, c'est que, ben, en fait, ce sont des vacanciers qui font du tourisme. Donc, ils sont en vacances et pendant ce temps-là, ils vont faire du tourisme. Et on sait que sur 10 séjours, sur 10 départs en vacances de résidents français en France, non, même à l'international, mais je crois que c'est, enfin, je suis pas sûre. En tout cas, en France, 9 sont des séjours et un est un circuit. Mais à l'intérieur de ces séjours, il va y avoir des micro-circuits, effectivement, touristiques. Le problème qu'on a avec les indicateurs, c'est qu'ils s'intéressent uniquement à la partie tourisme. Et donc, le touriste est une catégorie des vacances. Et à partir du moment, je pense, où on a ça dans la tête, et ben finalement, on peut aussi réfléchir à la façon dont on s'adresse en fait à ces vacanciers. Peut-être que, alors je dis ça, je sais peut-être vous le faites, hein, mais peut-être proposer aux gens de venir ne rien faire, ben peut-être que c'est quelque chose qui peut aussi attirer des gens, pas seulement des activités. Vous voyez, enfin, je ne sais pas, hein, mais je me souviens dans les années 97, c'était quand je commençais ma thèse, il y avait dans le sud de la France, j'avais fait un répertoire de festivals, il y avait des festivals partout, et il y avait une commune qui avait fait sa promotion sur Venez, nous n'avons pas de festival. Et c'était, comment dire, et ça avait été repris par tout le monde parce que, voilà, effectivement, le fait de ne rien faire peut aussi faire partie des objectifs, sauf que comme on a été construit dans l'idée qu'on doit dire qu'on est actif et tout ça, ben, les institutions cherchent à nous vendre des trucs actifs, mais en vrai, ben, c'est pas le cas en fait. Mm. Et malgré tout, on ressent quand même de la part de ceux qui viennent nous visiter un besoin de comprendre ce qu'ils voient. Et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de sentiers d'interprétation ou voilà, sentiers découvertes avec des panneaux informatifs, alors suffisamment légers pour ne pas épuiser l'envie de comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Mais malgré tout, il y a quand même ce besoin. On voit bien que les circuits sont quand même très utilisés par ceux qui viennent nous visiter. Et les panneaux informatifs restent quand même lu par ces gens-là, parce qu'ils souhaitent comprendre ce qu'ils voient. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein. Les gens passaient, regardaient, oh c'est beau, allez, allez, j'aime bien cette expression-là, c'est beau, allez, on se casse, parce qu'elle a été utilisée par beaucoup d'humoristes. Aujourd'hui, c'est beau, mais c'est quoi, en fait? C'est beau, mais c'est quoi? Et donc, le boulot l'un des travaux des parcs, c'est aussi d'expliciter et de donner l'information aux visiteurs, sans utiliser le mot ni touriste ni vacancier, du coup, aux visiteurs pour qu'ils comprennent bah, comment ce paysage s'est formé, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche, c'est quoi une canopée, enfin, etc., etc., quoi.
Et ça, quand même, c'est quand même le travail des PNR que de rentrer dans cette explication, dans cette vulgarisation au public visiteur pour leur dire, ben voilà, malgré tout, il y a ça et ça vient de là. Ça, c'est un des travaux que je trouve, moi, très intéressant de la part des PNR. Parce qu'il y a cette recherche-là, cette demande-là de compréhension. Oui, dans les enquêtes, on a vu ça, et notamment les familles. C'est un enjeu, c'est-à-dire on est en famille, on est en vacances, mais si on peut à un moment donné transmettre quelque chose, mais dans un cadre qui n'est pas trop compliqué, enfin, C'est ça. voilà, et ben ça va, notamment les familles vont se saisir de ça parce que c'est aussi un moment d'échange et de relation au sein de la famille qui est perçu comme très important. Et le tourisme et les vacances sont des lieux fondamentaux de transmission et d'apprentissage Mhm. des règles sociales, des règles collectives. Donc, on a vu ça quand on a travaillé aussi dans les campings, les colonies de vacances, etc. Mais pas seulement. Effectivement, comment un territoire aussi peut participer à transmettre des informations qui sinon ne rentreraient pas du tout, en fait. Oui, absolument. Et vous avez utilisé un mot qui m'a fait très plaisir, c'est le mot réenchanter. Parce que quand même, malgré tout, c'est cela aussi, savoir s'émerveiller, savoir voilà, de la nature, de notre environnement naturel, et essayer de comprendre voilà, c'est quoi notre planète en fait, hein. Sans inventer n'importe quelle action voilà, au détriment de simplement constater ce qui nous entoure et puis s'en émerveiller, quoi. Le Merci. ciel étoilé, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, enfin, quand on faisait la Loire à vélo, donc on voit bien les étoiles, hein, on faisait des enquêtes. Les enfants qui n'ont jamais vu les étoiles. Ben, s'émerveiller devant un ciel étoilé. Quand on habitait, moi j'ai grandi à la campagne, donc enfin, ça m'émerveille toujours, mais je veux dire, c'est pas quelque chose, et je travaille essentiellement en Afrique dans des endroits où on voit les étoiles, mais pour plein d'enfants, ils n'ont jamais vu des étoiles. Mm, Et donc, enfin, c'est quand même fascinant en fait de se dire qu'il y a un enjeu pour les territoires ruraux de permettre, c'est un peu comme la mer. Alors, vous voyez, la question de l'immensité. Comment, quand le regard se perd dans une immensité, il permet notamment aux enfants de se projeter. Et ça, mm, c'est quelque chose de fondamental où les vacances sont un moment, en fait, important pour construire cet imaginaire, cette possibilité d'envisager de se projeter. mm. Oui, absolument. Je voudrais juste me permettre de dire une petite chose. Tout ça, ça fait quand même appel à une notion d'éducation. Et ça s'apprend au quotidien, ce genre de choses. C'est avec vos jeunes enfants que vous transmettez un certain nombre d'observations et que vous prenez plaisir à prendre du temps à être avec eux pour leur faire découvrir un certain nombre de choses. Donc, j'ai envie de dire, il y a aussi dans la notion du tourisme, la notion de consommation et du fait qu'on demande à quelqu'un d'autre de faire découvrir un certain nombre de choses. Quand vous parliez tout à l'heure aussi de monter la cabane en fond du jardin, etc., ce sont des éléments qui sont intéressants, mais ce sont des choses que vous allez monter avec vos enfants, avec vos neveux, avec vos nièces, etc., qui sont présents. Vous allez travailler à la construction ensemble. Ça, ce sont des moments, j'ai envie de dire, d'éducation. Et quand on parle, et comme le dit à juste titre très bien Laurent, d'avoir la nécessité d'avoir quelqu'un qui vous accompagne dans vos découvertes et qui vous fait découvrir un certain nombre de choses. Je pense que dans nos territoires, nous avons des gens qui sont de beaux relais parce qu'ils connaissent beaucoup de choses sur un territoire, sur un lieu, et que peut-être ce sont des personnes qui pourraient être associées. Mais voilà, c'est deux éléments qui me semblent importants à travers la notion de transmission et d'éducation. Euh, Tout à fait, mais justement, ce qu'on voit dans le moment des vacances, c'est que c'est le moment où les parents peuvent retrouver ces moments de transmission Ah, qui sont devenus très compliqués en milieu urbain, avec des temps de transport qui sont de moyenne de 45 minutes, enfin voilà, donc, où la vie quotidienne fait que ces moments de transmission sont compliqués. ben oui. Les espaces urbains où construire la cabane, c'est compliqué.
Donc, il y avait ces socialisations populaires par les colonies de vacances qui ont été modifiées pour plein de raisons, mais notamment parce que maintenant, il y a plutôt des colonies de vacances thématisées où vous venez pour faire du cheval ou du foot, mais finalement, le moment où vous vous ennuyez et entre copains, vous avez construit une cabane, ben, il n'est pas prévu dans le séjour. Et donc, je pense que ces espaces-là, ben, c'est d'abord les territoires ruraux qui les permettent. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu, en fait, une responsabilité de construction de la citoyenneté et du citoyen de demain dans la manière dont on apprend, ben, on laisse en fait un espace pour que les gens puissent avoir le temps pour construire quelque chose. En tout cas, c'est ce qui ressort de nos enquêtes, c'est ce qui plaît en fait dans des environnements qui ne sont pas trop bornés par toutes sortes de choses et qui permettent justement d'aller se gadouiller ou des choses comme ça. J'ai fait une enquête pendant un été dans un centre de vacances qui s'appelle la Solé à Chedigny avec des personnes en situation sociale très compliquée et des enfants qui avaient jamais vu une sauterelle, une araignée, tout ça. Et donc, l'atelier pour les enfants, c'était quelque chose de fondamental sur ce rapport à la nature, aux petites bêtes et tout ça, parce que c'était un moment incroyable de reconnexion avec l'environnement et la nature. Et c'était aussi un moment incroyable, notamment pour les mères de famille, de leur faire accepter l'idée qu'elles n'avaient pas besoin de faire la cuisine et qu'elles n'avaient pas besoin de faire le ménage et qu'elles pouvaient venir à des sorties en forêt ou faire une balade ou quelque chose. Et voilà. Et donc, c'était des moments de socialisation finalement au temps libre auquel elles n'avaient pas du tout été socialisées parce que finalement elles travaillaient tout le temps. Ouais, Et ça, c'est vraiment le milieu rural qui permet ça. exact. Et il faut aussi que les gens se réapproprient ce désir de faire partager, de faire découvrir et l'envie de retrouver des gestes que beaucoup de parents ont pu connaître, ou grands-parents ont pu connaître quand ils étaient jeunes. Mais là, ça se perd beaucoup. Tout à fait. Je vous propose qu'on passe au troisième chapitre de votre exposé. Tout à fait. Alors, je me... Il faut que je repartage. Je crois que je suis plus en partage Oui, là. il n'est plus. Pardon. Hop. Donc, je pense que c'est bon. Lire à partir de là. Voilà. C'est bon pour vous là? C'est bon. Donc, on va passer à la dernière partie qui est un peu, bah, finalement, on a commencé à la traiter dans les échanges, hein, qu'on a intitulé Accueillir sans dénaturer. Donc, c'est moi qui ai mis le tiret, hein. Un équilibre entre hospitalité et préservation. Donc là, l'idée, on va finalement revenir sur un, voilà, je vous ai dit, mais ça j'ai déjà finalement parlé, en fait, la façon dont on accueille les gens, c'est aussi la façon dont on se projette eh ben, dans la communication, dans le monde, etc. Et donc, la représentation de la nature qui va s'en suivre, la façon dont ça va être mis en scène, en image, en réseau, elle va aussi avoir des effets sur la personne, la façon dont les gens vont vouloir s'approprier. Donc, je l'ai pris, et il y a toute une histoire de la représentation picturale. Je vous ai pris là un célèbre tableau de Gaspard Friedrich qui a été repris des milliers de fois avec des personnes, donc c'est tout l'effet Instagrammable en fait, qui a été beaucoup couru par des destinations et maintenant qui recule, hein, c'est d'avoir des photos, des paysages Instagrammables. Et donc d'avoir des influenceurs qui reprennent les codes qui viennent très souvent de la peinture classique ou de la peinture romantique et qui sont multipliés à de nauséum avec des effets de pression que vous connaissez peut-être, hein, où tout le monde, des milliers de gens font la queue pour faire la même photo. Donc ça, c'est évidemment, c'est un petit nombre de lieux qui sont concernés par ça, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, qui relaie les photos, comment on les relaie, etc. Évidemment, l'Instagrammable et l'enjeu touristique étant la distinction, ben, on a cet enjeu-là. Mais là, je vous ai montré cette photo, mais vous pouvez avoir les champs de lavande, la tour de Pise, enfin voilà, il y a toutes des icônes comme ça mondiales touristiques. Pendant des décennies, chaque destination souhaitait devenir une de ces icônes. Maintenant, on voit évidemment les effets pervers. Et moi, ce qui nous a intéressés, donc je vous ai juste mis des photos qui sont sorties des téléphones portables des uns et des autres, des gens qui sont en vacances, n'ont pas du tout des photos Instagrammables.
Et je vais revenir sur la question de la nature. C'est beaucoup, on fait des photos d'animaux, mais pas animaux sauvages, etc., parce qu'on n'a pas le temps, hein. Le chien du camping, le chat du camping, enfin, c'est intéressant de voir que ce qui ressort n'est pas du tout, ce n'est pas du tout les photos Instagrammables qui vont mettre en scène un paysage. Donc ensuite, ça ne veut pas dire que c'est ce type de photos dont doivent se saisir évidemment les destinations, mais ce que les gens ont capté, ce qu'ils ont gardé, ce qui suscite des souvenirs et des récits. Ben, on est allé visiter tel lieu, on a visité tel château, on a fait le circuit machin, mais finalement, ce qui revient dans les expériences, et notamment de la campagne, c'est la relation avec des vivants, donc des humains, mais pas que, hein, la forêt, donc des arbres, la rencontre avec le chien du camping. Ça paraît une caricature, mais ça revient de façon assez... Le chien, le chat, ça revient de façon assez systématique. Et le rapport avec quelque chose qu'on appelle la bonne vie. Encore une fois, ben, en fait, les vacances sont associées au bonheur, pas le tourisme. Et donc la campagne, c'est pas associé à quelque chose qui nous permet de nous distinguer ou de découvrir le monde, mais quelque chose qui permet d'être là à un moment donné. Et c'est ce que on capte quand on demande aux gens de nous montrer leurs photos de vacances et de commenter les photos de vacances. C'est d'abord faire humanité ensemble. Et cette faire humanité ensemble comprend les non-humains. Et donc comprend la nature, et je vais y venir telle qu'elle est définie par les vacanciers quand ils parlent de leur rapport à la nature quand ils sont en vacances. Donc je vais y revenir, mais je vais juste faire un petit point sur la question de l'hébergement et la question de l'hospitalité. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle donc le scrapping de grosses bases de données, donc je vous ai dit Booking, etc., hein, en 2015. Donc là, je vous ai montré cette carte 2015 parce que maintenant, c'est tellement plein qu'on voit plus rien, mais déjà là, on voyait plus grand-chose, qui était de voir l'emprise en fait de grands réseaux de réservation, donc ce qu'on appelle capitaliste de plateforme, donc Booking, Airbnb. Donc là, c'est Airbnb. Et donc, il y a un enjeu de production d'images de réseaux, etc., par ces entreprises qui font que c'est très compliqué, en fait, de négocier comment est-ce qu'on choisit soi-même, en fait, et on maîtrise soi-même l'image, enfin, en tant que destination, je veux dire, l'image qu'on veut donner de soi et comment est-ce on veut le maîtriser. Donc, je pourrais y revenir dans les questions, mais il y a eu vraiment un premier moment Airbnb qui était Airbnb des villes, qui ont été interdites dans la plupart des villes mondiales, la France restant le pays qui régit le moins Airbnb, et puis un déport sur les campagnes. Et donc, peut-être vous êtes concerné, peut-être pas, mais il y a actuellement, voilà, il y a des campagnes actuellement, et notamment avec le fait qu'Airbnb maintenant propose des activités, etc. Donc, c'est des questions d'hospitalité marchande, mais évidemment, c'est des questions d'hospitalité. euh, qui, à un moment donné, doivent être, enfin, il est important de les discuter par territoire pour faire des choix en toute connaissance de cause et notamment de voir ce qu'il est advenu de celles et ceux qui ont fait, des territoires qui ont fait le choix euh, de travailler ou d'autoriser ou de libéraliser l'accès de Airbnb. Donc, je vais revenir sur la question de ce que c'est la nature pour... alors, je remets mon... Pardon, j'ai oublié redémarrer. De ce que c'est pour les personnes avec lesquelles on a travaillé, les vacanciers. Euh, Quand on a fait l'enquête, on s'est aperçu en travaillant, donc on a publié des articles courts et longs, et si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer un résumé de cette grande enquête qu'on a fait, qui a été parue dans la revue Espace. On a aussi publié un ouvrage là-dessus que je peux vous envoyer en PDF également. Ce que c'était la nature pour les institutions culturelles, touristiques, patrimoniales, etc. Donc, c'était donc des institutions qui ont été interrogées notamment en région centre, essentiellement en région centre. Donc, la nature, le tourisme de nature, les pratiques de découverte de nature, c'était associé par les institutions ici ce qui est local, la campagne, l'art de vivre, les produits locaux, l'environnement, les paysages, etc. Et donc l'ensemble de la communication, de la réflexion, des réseaux, enfin, était organisé autour de ça. On proposait aux personnes de venir découvrir, traverser, expérimenter, goûter ce qui était de la nature associée à du local. Et aussi espèces endogènes, par exemple. Découvrir la ferme, etc. Quand on a fait des enquêtes avec des visiteurs,
Donc, enfin, un certain nombre de visiteurs dans des campings, des centres, des parcs, des zoos, enfin, voilà, tout le long de la région centre. Donc, en descendant, notamment, on a fait des entretiens et des observations au zooparc de Beauval parce qu'on nous en parlait dans d'autres endroits. Ce qui revenait, c'était que la distinction nature-culture n'était pas du tout organisée de la même manière pour certaines personnes et que ce qui comptait comme nature, pour certains visiteurs urbains, c'était une expérience relationnelle avec la terre et les vivants, quelle que soit l'origine de cette terre et ce vivant. Pour le dire autrement, il n'y avait pas une distinction de la même manière que on pouvait le faire par les institutions, les pratiques ou le sociologue, hein, le local. Pour lui, c'est pas les eaux de Beauval. La nature, c'est pas les eaux de Beauval. Pour des urbains qui venaient, en fait, ben, finalement, la vache n'était pas tellement plus familière que le bison ou la girafe. Et donc, le type d'ontologie, c'est-à-dire le type de relation, je vais pas commencer à utiliser des termes compliqués, mais le type de relation vécue, expérimentée, qui provoquait des souvenirs comme ayant été une relation avec des vivants, des non-humains, en fait, mettait par terre tout ce qu'on attendait en termes de ce qui serait du naturel, ce qui serait du culturel, qui serait de l'authentique, qui serait pas de l'authentique, etc. Donc, c'est des résultats qui étaient très étonnants. Je pourrais vous envoyer le résumé de l'article, mais qui nous a beaucoup interrogés sur la manière dont se construisaient des rapports au monde, au vivant, à la terre, auxquels on s'attendait évidemment pas du tout, puisque on pensait pas que des personnes dans un zoo auraient l'impression, enfin, je dis l'impression déjà, je porte un jugement de valeur, mais disons, vivraient des expériences d'interaction avec des vivants qu'ils vivraient comme plus authentiques que le fait de se balader dans un environnement qui, a priori, pouvait être considéré comme un territoire plus authentique, une campagne rurale, etc. Euh, donc, une fois qu'on a fait abstraction des jugements de valeur, etc., ben, en fait, ça doit nous interroger sur la manière dont sont construites des catégories et sur ce qui finalement est cherché par les personnes. Et au fond, ce qui était cherché par les personnes, c'est pas la girafe, le panda, etc. C'est un type de relation au monde auquel on échappe dans d'autres contextes, qui permet, en famille, en général, c'est des interviews qu'on faisait avec des enfants, avec des familles, qui permet d'organiser, en fait, une socialisation particulière dans un espace qui est perçu, alors encore une fois avec toutes les guillemets, hein, qui est perçu comme naturel, mais domestique. Et donc là, ça nous renvoie à quelque chose qui est important, enfin qu'on connaît dans le monde rural, c'est qu'il n'y a pas le sauvage et l'urbain. En fait, la campagne française est totalement domestiquée, mais ça n'est pas une critique de dire ça. C'est-à-dire on jardine en fait la France. C'est un enjeu économique. Il y a des agriculteurs. Enfin bref, l'ensemble des espaces sont cultivés. Simplement, on va faire une différence a priori entre des espaces qui sont cultivés comme dans un parc naturel régional, où on va planter, je sais pas, des chênes, mais du maïs, et où il y aura des vaches peut-être normandes, mais peut-être aussi hollandaises, qui vont être considérées comme le vrai campagne authentique, etc. Et le zoo de Beauval, où là, on aurait des espaces qui sont des espèces exotiques dans quelque chose qui relève plus du parc d'attractions, etc. Ben, un certain nombre de visiteurs ne font pas cette différence-là. Ils ne la font pas parce que ce qu'ils recherchent, c'est une relation, une expérience. Or, en y réfléchissant, est-ce que le maïs et la vache hollandaise sont moins artificiels? Ils sont moins artificiels au sens où bah, ils font vivre une économie locale, etc. Mais ça, en tout cas, moi, ça nous a vraiment interrogé en fait sur ce que les gens vivaient. Et donc, pour éviter de porter un jugement de valeur en disant non, mais le panda, ça n'est pas la vache. Voilà, hein, dans le Berry, il n'y a pas des pandas, il y a des brebis, enfin, des choses comme ça. Et ben, il y a plutôt des chèvres d'ailleurs. Ben on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait prendre appui là-dessus pour réfléchir aussi et sur cette question de ces enjeux de transmission, de respect du vivant, ces enjeux écologiques, ces enjeux de construction d'un citoyen qui est en capacité d'interagir avec les vivants. Ben finalement, notre objectif, ça ne pouvait pas être de dire mais vous vous trompez. C'est de réfléchir différemment sur du point de vue des valeurs et des expériences qui étaient vécues. Et donc de travailler plutôt sur la question de l'hospitalité en se disant,
Et c'est sur là-dessus qu'on a travaillé, sur la question d'hospitalité. Et il me semble que dans le cas des parcs naturels, c'est un enjeu qui pourrait être perçu, c'est-à-dire que le parc naturel n'a pas des touristes, il a des hôtes. Donc, la notion d'hôte, c'est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et donc, celui qui accueille et celui qui est accueilli, ça peut être des humains, mais ça peut être aussi d'autres, des plantes, des animaux, etc. Et donc, on pensait la façon dont les parcs accueillent et sont du point de vue en termes d'hospitalité et non pas. Alors, je dis, après, moi, je ne suis pas spécialiste de la sectorisation, comment on met en récit, mais c'est juste, je vous fais le témoignage de cette expérience qui nous a vraiment profondément perturbés parce que on ne pensait pas du tout que pour un certain nombre de personnes, ce qui correspondait à une découverte de la nature, ça serait pour eux une découverte dans un parc zoologique. Mais pourtant, c'est ça qui est venu. Ou, autre exemple, que l'espèce enfin voilà, les tomates revenaient en permanence comme le produit local par excellence. Les tomates, voilà, de la Crimée, les tomates dont on sait qu'elles viennent, enfin, elles sont là depuis très longtemps. Mais vous voyez, il y a une histoire en fait. L'ensemble de nos territoires ont été hospitaliers à des espèces, des plantes, etc. Et donc finalement, se demander comment on interagit avec ça et comment les personnes qui viennent, bah, finalement, elles sont aussi des hôtes. Elles sont des hôtes et il y a un rapport de réciprocité. Et donc finalement, pour finir, je voulais juste revenir sur la question d'hospitalité sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Il y a deux types d'hospitalité. Il y a l'hospitalité marchande qui existe depuis fort longtemps, hein. Depuis au 5e siècle, on atteste des auberges dans ce qui est maintenant l'Allemagne. Donc avoir une hospitalité marchande, c'est pas quelque chose qu'on rajoute, hein. C'est un échange en fait. On héberge et on nourrit quelqu'un contre une rémunération, un troc ou quelque chose. Et il y a l'hospitalité qui est au départ une hospitalité dite divine, hein, c'est l'accueil d'Abraham, enfin l'accueil des dieux par Abraham, des anges par Abraham, et qu'on retrouve dans toutes les civilisations, qui est une hospitalité qui est liée au don contre don, donc à la question de la réciprocité, mais qui est décalée dans le temps. Et donc, on a toujours séparé ça, toujours pensé que, bon, voilà, le tourisme, les vacances, c'est de l'hospitalité marchande. OK, donc à la fin on échange, à la fin on est quitte. Et puis sinon, il y a l'hospitalité qui est inconditionnelle, de l'accueil de l'ange ou de l'étranger de façon inconditionnelle, etc. Il me semble que c'est une erreur parce que la façon dont les gens vont être perçus comme ils sont, la manière dont ils sont accueillis, ben, ça va changer beaucoup de choses en fait, ce qui n'empêche pas qu'ils payent quelque chose, mais c'est la façon dont ils sont accueillis. Et donc c'est repenser, on a des structures anthropologiques de l'hospitalité qui on retrouve partout à l'échelle mondiale, etc., qui sont toujours un espace, qui est un territoire d'une identité sociale, donc une maison, une collectivité, donc ça peut être un parc, un territoire, enfin voilà, qui est borné par des frontières, par des seuils, donc la porte, le seuil, l'entrée, l'antichambre, la réception, les pièces pour les invités, le partage entre les lieux privés et publics, ça se retrouve dans toutes les cérémonies d'hospitalité partout dans le monde, on a toujours ces seuils-là et même aujourd'hui dans le monde le plus moderne, dans une banque, vous retrouvez des espaces en fait qui correspondent aux phases de seuil que vous aviez dans les traditions antiques. Le temps et les échanges, donc c'est toujours 3 jours. On considère que l'hospitalité, c'est 3 jours. Pour qu'un étranger se sente accueilli, il faut qu'il reste 3 jours minimum. Donc c'est intéressant comme en fait, quand on fait des enquêtes sur les vacances, les gens se sentent en vacances au bout de 3 jours. Donc, entre le temps mythologique de ce qui fait ce que l'étranger, chaque société dans toutes les civilisations mondiales, on doit à l'étranger 3 jours, et le fait que les gens se sentent enfin chez eux en vacances au bout de 3 jours, il y a quelque chose qui se joue qui me paraît intéressant à penser dans la manière dont c'est pas juste faire rester les gens parce que ça apporte des revenus, c'est aussi qu'à un moment donné, voilà, les premiers jours, on s'installe, on se pose, on se nourrit, on regarde autour de soi, et au bout du 3e jour, eh ben, on commence enfin, à sortir de l'espace où on a été assigné en tant qu'étranger. Et puis, effectivement, à la fin, enfin, dans tous les échanges d'hospitalité, on passe toujours par une phase de cadeau, de don contre don. La commensalité est le premier don, offrir à manger, à boire et à manger. Il y a même dans certaines langues, notamment dans les langues mossi du Burkina, on dit, c'est le même mot pour dire l'eau et l'étranger. Parce que offrir de l'eau à l'étranger, mais ça peut être un café ou un apéro, ça fait partie des règles immuables anthropologiques de l'hospitalité. Euh, et donc, il y a un certain nombre de gestes comme ça. Et puis, quand la personne part, lui donner
donc, on donnait un tesson dans le monde celtibère, on appelait ça un cymbolon, qui faisait que quand il revenait, ben, on le reconnaissait. Ou alors, ou si la personne qui avait accueilli avait gardé une partie, elle pouvait être accueillie en retour. Donc, ça paraît peut-être un peu loin des questions du parc et de la question de l'accueil et de l'hébergement. Mais en fait, je pense que si on sort cette question de l'hébergement, de est-ce qu'on est sur Airbnb ou pas sur Airbnb, et que on réfléchit en termes de territoire d'accueil, ce que vous faites très certainement, hein, se jouent des choses, en fait, qui sont des fondements anthropologiques, qui sont ce qui revient dans les souvenirs. C'est-à-dire quand on demande aux gens leurs souvenirs, ben finalement, alors il y a les moments qu'on a passés avec ses enfants, à patauger dans la mare, etc. Mais il y a comment on a été accueilli. Il y avait des bonbons sur la table. Vous voyez, enfin, c'est quelque chose qui paraît absolument anecdotique, mais qui en fait, qui revient année après année dans les souvenirs mis en avant par les gens. Pour finir, je voulais vous dire que j'aime beaucoup le slogan, enfin, une autre vie s'invente ici. Je trouve que c'est cette phrase qui relie les parcs entre eux. Je trouve qu'elle est très importante et pertinente et elle rejoint ce que je vous disais sur la question de la bonne vie, où finalement, quand les personnes disent qu'il y a le plus important pour eux, c'est les vacances parce que c'est associé au bonheur. Donc, toute l'année, on travaille et l'été, on moissonne le fruit de son travail. Et en fait, il y a quelque chose de cette moisson que sont les vacances et de pouvoir, c'est ce qui revient, hein, supporter le reste de l'année. Et donc, c'est le moment de la bonne vie. Et donc, je trouve que cette phrase correspond bien aux attentes des vacanciers beaucoup plus que des touristes. Et pour finir, parce qu'il est déjà tard, donc je vais revenir à Candide. Bon, c'est un peu classique, hein, il faut cultiver notre jardin, mais plutôt dans un discours nature-culture, qui est une construction savante et moderne, qui a séparé en fait les vivants d'un côté qui serait, enfin, il y aurait les humains, et ça vient de la Bible, hein, qui maîtrise et méprise le reste du monde, et puis la nature, hein, qui est la matrice, avec des enjeux de genre d'ailleurs, sur lesquels je ne reviendrai pas. Donc ce qui est mal vu, enfin, ce qui est vu comme une altérité, hein, donc ça serait la nature. Si on voit l'environnement comme un partenaire, et si on pense les interactions, et c'est ce qui revient dans les échanges à propos du zoo de Beauval dont je vous avais parlé, en fait, on pourrait dire, c'est de l'anthropomorphisme, etc. Mais c'est ça qui revient. L'interaction, l'agentivité de la girafe ou du cèdre quand on se promène en forêt. Donc sortir de la dichotomie nature-culture dans la manière dont on construit en fait ce récit. J'ai parlé de réenchantement, donc réenchanter la biodiversité, c'est-à-dire peut-être pas utiliser le terme biodiversité, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, la question dans les souvenirs qui reviennent, je vous avais dit, le rapport aux étoiles, l'interaction avec les oiseaux, le fait que ces enfants qui découvrent pour la première fois une toile d'araignée dans ce parc de la Saulée, ce qui nous paraît une toile d'araignée la nuit, ça nous paraît, bon, voilà. Mais voilà, des petits enfants qui se mettent à hurler, d'autres qui sont absolument fascinés. Tout ça, ça fait des choses qui peuvent paraître tout à fait anecdotiques quand on les pense, mais qui sont consubstantielles de la découverte. Et évidemment, goûter l'hospitalité, c'est aussi le rapport à les produits locaux. Voilà. Et donc la question du jardin, pour finir, elle me paraît très, très intéressante et à penser pas seulement un jardin en sens, voilà, mais parce que il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit aussi de sortir du discours ou de la vision qu'ont les urbains sur comment dire, la nature comme quelque chose qui est potentiellement périlleux. Or, cultiver son jardin, avoir une interconnexion, faire pousser les plantes, etc., c'est une familiarité qui peut être perçue aussi différemment. Même si, évidemment, un paysage comme celui qui est derrière Monsieur Martin est aussi absolument fascinant et peut attirer chacun et chacune à venir découvrir les parcs. Voilà, comme il est tard, je m'arrête là. Et oui, je m'arrête là. Je vais arrêter le partage. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges. J'ai accéléré un peu à la fin au vu de l'heure et je m'en excuse. Merci beaucoup.
Y a-t-il des demandes d'intervention, des questions? On peut se donner peut-être quelques minutes. Si moi je peux intervenir, ben, peut-être que d'autres personnes veulent intervenir, parce qu'il n'y a pas que moi non plus. Là dans la visio, mais deux remarques sur les photos qui sont Instagrammables ou pas. Singulièrement, je préfère moi voir la photo du chien qui traîne dans le camping plutôt que les selfies de regardez-moi comme je suis beau devant la Tour Eiffel, regardez-moi comme je suis beau devant tel espace naturel ou etc. Enfin, il y a eu cette grande mode là et malheureusement elle perdure encore un peu il faut obligatoirement que je sois moi-même sur la photo pour rendre la photo jolie, ce qui est assez déplorable. Et en fait, c'est simplement de la consommation d'espace, là, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Cousin. Bon, c'est assez. Enfin, moi, j'ai jamais compris ce phénomène-là. Bon, c'est comme ça. Maintenant, sur Airbnb, je connais quelqu'un qui a monté une conciergerie et qui s'occupe d'une dizaine de lieux voilà, qui sont à louer. Et l'un des lieux qui se loue le plus est une toute petite maison en pleine campagne reculée dans laquelle il n'y a pas la Wi-Fi, dans laquelle il n'y a pas la télévision. Et en fait, les gens la louent et c'est celle-là qui est louée le plus pour vraiment se faire un week-end de déconnexion totale par rapport à sa vie ordinaire. Donc il y a aussi cette recherche-là de déconnexion et de je ne veux plus rien entendre et je veux vivre ou retrouver un espace à moi et pour moi. Et c'est toujours, c'est quand même assez agréable. Là, c'est une espèce de mode là qui est en train de monter. Voilà, je veux retrouver du temps pour moi. La vie est tellement stressante au quotidien que j'ai besoin de cet espace de repos, de je me ressource. Et ça, c'est assez agréable. Et j'ai bien aimé hein, votre dernier slide qui recoupait beaucoup des objectifs d'un parc naturel régional, en fait. Hein. Et le fait, moi, il y a un outil que nous utilisons et que j'aime beaucoup, qui sont les atlas de la biodiversité communale puisque effectivement, faire en sorte que les habitants retrouvent la beauté de ce qui les entoure au quotidien. Et c'est aussi un espace relationnel entre parents et enfants, puisque nous montons des ateliers où les enfants peuvent construire avec leurs parents, des niches pour les hérissons, voilà, des boîtes pour les oiseaux. Et ça, voilà, c'est du travail où il y a la découverte de son environnement naturel, mais aussi une nouvelle relation qui peut se créer entre les parents et les enfants et pas au travers du smartphone, quoi. Donc ça, ce sont des outils assez agréables et assez euh, voilà, qui construisent une relation et que les parcs utilisent beaucoup et que moi j'apprécie beaucoup. Je sais pas, est-ce que d'autres veulent intervenir? Merci. N'hésitez pas. Oui, Laurence. Ah pardon, Thomas, j'ai pris la main. Pas de problème. Normal, hein. Mais c'est la place au président aussi. Oui, du coup, moi, je me pose une question après ce que vous venez de nous dire. Je me dis demain, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour attirer des hôtes dans nos parcs? Et est-ce qu'il faut en attirer? Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ici, pas de festival. Est-ce que c'est ici, rien de préparé? Ici, on est dans le spontané, dans l'authentique, dans le... Je sais pas. On est tous à chercher dans nos chartes à définir des choses pour... parce il y a aussi, il faut le reconnaître aussi, un souhait d'avoir des retombées financières sur le territoire et de l'activité dans des territoires qui parfois se désertifient, se dépeuplent. Donc voilà, normalement cette conférence était censée aussi nous alimenter sur l'avenir. Donc voilà, moi je vous interroge, mais je m'interroge aussi personnellement, j'interroge les autres. Il y a peut-être des réactions aussi là-dessus. Alors moi, je vais pas vous dire ce que vous devez faire. Par contre, je pense que c'est effectivement une question démocratique et on l'a vu à l'été 2020 quand il y a eu le retour de beaucoup de gens qui partaient à l'étranger et qui sont revenus en France. Et ce retour en France, des vacances en France,
et ça a continué en 2021, 2022, je ne sais pas, je n'ai pas les données 2024. Et on a eu un certain nombre de discussions, notamment avec les parcs nationaux, sur les grands sites, sur la question des grands sites, où il y a eu des gros problèmes en fait de surfréquentation, mais aussi de prise de risque dans des espaces montagnards, enfin voilà, de personnes qui n'avaient pas été préparées et les parcs n'étaient pas forcément préparés en termes de personnel en fait pour accueillir des gens qui sont venus dans des vacances en France en fait et qui sont allés dans ces espaces où il n'y avait pas forcément, enfin, il n'y avait pas de préparation. Donc en fait la question de comment les choses sont dimensionnées, ça doit être une discussion démocratique au sein de vos institutions, mais évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux. Si l'enjeu, c'est finalement vivons heureux, vivons cachés, si vous voulez, ou si c'est de développer, mais des fois, et c'est ce qui s'est passé pour les grands sites de France, en fait, en tout cas, à l'été 2020, il y a eu un effet, en fait, et après, il y a eu tout le discours sur le surtourisme qui était assez surfait et qui ne concernait, qui était essentiellement le problème de surfréquentation qu'on retrouve le 15 août au Mont-Saint-Michel, c'est pas très nouveau, mais il y a eu effectivement quelque chose qui était en fait, et c'était normal, hein, l'absence de préparation d'arrivée de personnes. Or, il y a un enjeu, et ce qui est sûr avec, c'est qu'à l'avenir, il va y avoir, pour plein de raisons, sans doute un renforcement du tourisme international, mais aussi, on le voit, un développement, on le voit actuellement, hein, du tourisme en France. Donc, ça veut dire préparation. Mais peut-être comme il y a une autre question, je pourrais reprendre peut-être des discussions qu'on a eues avec la région Occitanie sur cette question dans un deuxième temps. Oui, Ouais. alors je me permets de prendre la parole, Marie Collier. Je suis justement en charge du suivi des parcs naturels régionaux à la région Normandie. Et en fait, j'ai un peu une question, mais j'arrive pas forcément à la construire dans ma tête, donc j'ai essayé de, de bien la formuler. Mais en fait, mon rôle, c'est aussi de servir un peu de relais avec les services, les différents services thématiques de la région qui sont concernés par les thématiques des parcs. Et c'est vrai qu'on a des gros enjeux sur la question tourisme. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation, la distinction que vous faites entre le touriste et le vacancier sur la question de l'hôte. Et en fait, nous, dans les problèmes auxquels on fait face par rapport à la question du tourisme sur les parcs, c'est que nos collègues sont majoritairement, enfin, c'est le rôle qu'ils ont aussi, sont comment dire, très orientés sur la question de la retombée économique, de la définition du touriste qui est censé passer minimum tant de jours sur le territoire pour consommer, etc. Et quand on essaye un peu de défendre l'opportunité que sont les parcs sur la question alors, du tourisme, je ne vais pas forcément avoir les bonnes définitions, hein, mais bah voilà, en fait, ce qu'on en fait, c'est du tourisme de niche, ce n'est carrément pas du tourisme. Mais en fait, on se rend compte que si on prend le pendant vacancier, on est quand même sur quelqu'un qui va se rendre sur un territoire et qui va consommer sur ce territoire, en fait, au même titre qu'un touriste, enfin, si je suis bien un peu votre... Et du coup, la question, c'est un peu comment on arrive, quels sont les éléments de langage qu'on peut réussir un peu à mettre en place pour montrer l'intérêt de ces territoires-là et de cette clientèle, entre guillemets, qu'on peut rencontrer, que vous caractérisez un petit peu sous l'angle vacancier. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Si, elle est tout à fait claire et c'est exactement les discussions qu'on a eues pendant des années avec Jean Pinard, donc, qui était directeur du comité régional du tourisme d'Occitanie, quand il était directeur, sur cette question de rapport vacances-loisirs-tourisme. Et lui, il partait du principe que la majorité des gens, contrairement, il y a 12 aéroports en Occitanie, mais que lui, ce qui l'intéressait, parce que en termes de retombées économiques, si on sort des grandes villes et des consommations qui se voyaient, certes, le panier moyen du visiteur international était beaucoup plus élevé que la personne qui avait fait 2 heures de voiture, sauf que la personne qui avait fait 2 heures ou 4 heures de voiture, puisqu'en moyenne c'est 4 heures de voiture, elle restait 3 semaines. Et elle allait avoir des consommations locales qu'il était extrêmement compliqué de comptabiliser, mais qui, dans les faits, en fait, avaient des effets sur le territoire qui infusaient, en fait, sur le territoire d'une manière complètement différente. Donc, le choix politique, il est, est-ce qu'on veut développer un tourisme international avec un panier moyen journalier extrêmement important, localisé dans une industrie qui maîtrise ses indicateurs, et donc qui montre que ce tourisme international rapporte, etc. Ou est-ce qu'on fait le pari de la diffusion sur un territoire
qui est un peu au doigt mouillé, mais qui en fait est le reflet d'expériences de professionnels qui savent que finalement, si c'est quelqu'un qui vient, qui a fait 4 heures de route et qui vient tous les ans depuis 30 ans, en fait, derrière, ça crée un écosystème ou ça participe à un écosystème d'une autre manière. Mais effectivement, comme les indicateurs sont beaucoup plus compliqués à construire, que ça ne repose pas sur les indicateurs traditionnels du tourisme, il faut aller chercher d'autres indicateurs où il faut les construire, où il faut les regarder. C'est pour ça qu'on avait fait aussi ce travail sur les commentaires, mais ça avait toutes ses limites, hein, pour essayer de voir les choses un petit peu différemment. Euh, Quand j'ai fait l'enquête en Touraine, donc en Touraine du Sud, j'avais travaillé j'avais fait une première enquête en 96, puis une deuxième en 2000 et une troisième en 2010. Donc nous, on aime bien les sociologues, les anthropologues surtout, ils aiment bien les enquêtes sur le très long terme, hein, et en fait, qui était de voir les gens qui étaient des touristes, ceux qui étaient résidents secondaires, ceux qui étaient des vacanciers, comment ils revenaient, etc. Et donc l'enjeu, en fait, qu'il y avait d'installation. Parce que, est-ce que la question, c'est que des gens viennent pour un week-end ou est-ce que c'est que finalement, ces enjeux-là, c'est la question de l'installation ou la réinstallation, que ça soit un mois par an ou pour la retraite ou pour des métiers qui permettent le télétravail ou pour la création d'activités localement, etc. Aujourd'hui, il y a une énorme pression de destination internationale sur le tourisme sur l'installation de travailleurs cosmopolites internationaux. C'est-à-dire que là, il y a une concurrence majeure qui est en train de se faire avec une offre, par exemple, je sais pas, dans les Baléares dans plein de pays où finalement on vend à des travailleurs qui travaillent à distance, hein, qui soient consultants, enfin quel que soit le truc, une offre. Les gens vont travailler là-bas, ils vivent là-bas, ils travaillent là-bas. Et donc là, on s'était trompé parce qu'on a pensé que les territoires ruraux pouvaient être, justement, après la pandémie, des manières de reconnexion avec des gens qui disaient, ben, on va se réinstaller, c'est génial, il n'y a pas le RER, etc. Et finalement, aujourd'hui, ces personnes-là, cette réinstallation-là, elle est pêchée, attrapée par les destinations littorales internationales. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas aussi sur vos territoires, hein, j'en sais rien, mais encore une fois, c'est des choix politiques. C'est-à-dire, enfin, ce n'est pas aux sociologues de donner son avis sur ce qu'il faut pas faire. Par contre, ce qu'on voit, c'est que souvent, la découverte d'un territoire, on va venir un week-end, puis après 3 jours, une semaine, et puis après, on va revenir souvent, et puis peut-être on va s'installer pour sa retraite. C'est ce qu'on a travaillé, ce qu'on s'est aperçu notamment en Indre-et-Loire, hein, qui a le plus fort taux de résidence secondaire pour la région centre. Mais en Occitanie, ils avaient fait ce choix de miser, enfin en tout cas c'est ce que voulait faire Jean Pinard, miser sur les vacanciers qui viennent avec 4 heures de moyenne en voiture et le train à 1 euro. Donc miser à fond sur les loisirs en disant, ben voilà, on considère que les loisirs font partie de notre travail. Et donc le train à 1 euro, c'est un enjeu social, en fait, mais c'est aussi un enjeu de bout de ligne, etc. C'est un choix politique. Enfin, en tout cas, c'était le choix de Jean Pinard, qui d'ailleurs a démissionné parce que justement, ça ne correspondait pas forcément aux enjeux de l'Occitanie et de sa volonté d'ouvrir, d'étendre ces aéroports. Mais c'était un peu le monde à l'envers, vous voyez, parce que finalement, c'était le responsable du tourisme qui disait, moi, je sais que en termes d'indicateurs économiques, OK, ce que je ne peux pas vous montrer, les indicateurs internationaux, mais en termes d'apport au territoire, c'est d'abord les riverains qui nous apportent des choses et pas les gens qui viennent de l'international. Ouais, donc en fait, il y a vraiment la problématique de base qui est objectiver ces données-là, en fait, qui sont pas du tout poussées ni analysées par les acteurs du tourisme de manière générale. Mais c'était quelque chose qu'on avait effectivement mis en évidence, hein, on avait des sentiments, mais on n'arrive pas, enfin, avec les parcs, je pense qu'on n'arrive pas à démontrer justement le fait que oui, il y a des gens qui vont dans les parcs pour visiter enfin, pour s'installer en tant que vacances sur ces territoires-là, pour le découvrir, etc. Enfin, et ça, c'est des choses nous, on ressent, mais qu'effectivement, on n'arrive pas à mettre des données derrière objectives pour embarquer avec nous les acteurs, quoi.
Ça, c'est très important. Si l'ambition politique, c'est aussi de réinstaller, montrer qu'il y a une continuité, en fait, dans l'histoire de l'installation. C'est pas genre les gars, ils se sont dit, bah tiens, pop, je vais m'installer là. Il y a une histoire avec le territoire. Et ben finalement, on réintroduit d'autres indicateurs qui ne sont pas combien il a consommé dans la journée, mais comment dans son histoire personnelle ou collective, eh ben, finalement, son installation à cet endroit-là est liée à une histoire des vacances particulière. Parfois, on se trouve confronté, et là je parle avec expérience, lorsque l'on veut aménager certains lieux dans les PNR, par les gens qui sont urbains, voire métropolitains, qui avaient une résidence secondaire et qui à la retraite viennent s'installer, mais viennent s'installer pour être au calme. Et donc, il refuse tout aménagement de site ou de lieu qui pourtant mérite de l'être, en montant tout de suite des associations contre voilà, l'idée du PNR d'aménager parce que ça mérite de l'être, parce que nous, on vit ici. On vit ici, nos enfants se développent ici et on a envie aussi, nous, d'avoir des activités, d'avoir des lieux d'échange, etc. Alors que d'autres qui n'ont pas vécu ici, mais qui finalement à la retraite s'y installent, mais s'y installent pour un autre objectif, non pas, mais pour l'objectif d'être au calme et donc de n'avoir aucun visiteur, aucune activité autour de chez eux. Et ça peut compliquer un petit peu le développement du territoire. Tout à fait. Ça, on retrouve ça beaucoup. Et donc là, ça, c'est le problème aussi des imaginaires urbains qui associent la campagne au vide et qui viennent pour chercher du vide et pour qui le fait que dans la campagne, il y a des activités économiques, enfin, il y a toutes sortes d'activités, ne fait pas partie de leur imaginaire. Mais ça, Et ça partout. fait partie des imaginaires urbains qui sont parfois effectivement compliqués. C'est comme ceux qui se plaignent du chant du coq ou de la cloche Pareil, de l'église ou enfin voilà donc ou du bruit du tracteur. Euh, pareil. Absolument. Il faut savoir discuter avec tout le monde. On n'est pas un terrain de camping, c'est ça, on est un lieu de vie, c'est ça. Mm. absolument. Mais dans les terrains de camping, il y a aussi, on a fait des enquêtes dans les campings, il y a aussi enfin, voilà, des frictions entre ceux qui voient le terrain camping comme un espace qui doit être sans bruit et ceux qui le vivent comme un espace de Mm, sociabilité. Et mm. c'est très lié à l'origine sociale. C'est plus vous montez dans l'origine sociale, plus vous devenez intolérant par rapport au bruit extérieur. Oui, absolument. Monsieur Ok. Martin, puisque votre micro est ouvert, je pense que le moment est venu peut-être de formuler le mot de conclusion de Si cette vous émission. voulez, Comment? si personne d'autre n'a une Je vois question pas ou un d'autres. commentaire, moi je veux bien faire un mot de conclusion. D'abord, évidemment, en remerciant Madame Cousin d'avoir accepté hein, d'animer, parce que c'est toujours intéressant. Alors, on n'est pas tout à fait concerné par la surfréquentation encore, nous, hein. En tout cas, dans le PNR Normandie-Maine. On n'en est pas encore là, mais on a malgré tout vocation effectivement à mettre en valeur voilà, tous les éléments patrimoniaux qui peuvent exister. Et là, on ne parle pas que de l'environnement naturel, comme les cascades de Mortain ou autres. On parle aussi du culturel. Et je voyais que dans votre slide, il y avait sortir de la dichotomie nature-culture. Et effectivement, on essaye toujours de mixer un peu les choses entre la nature et la culture, notamment dans les sentiers d'interprétation, mais je pense que tout le monde le fait parce il y a aussi quand même malgré tout cette recherche culturelle hein, de nos visiteurs et de nos hôtes. Et ce mot est assez important, hôte, parce que hôte, c'est autant celui qui reçoit que celui qui va vers les autres, quoi. Donc, c'est un mot assez intéressant. Bon, cela dit, merci beaucoup pour voilà, cette expression et ces échanges de ce soir. Ils nous permettent quand même de prendre un peu de recul sur ce que nous devons voilà, mettre en avant et comment nous devons présenter un peu, même peut-être Laurence était peut-être un peu restée sur sa faim, puisque elle cherchait des réponses et des solutions, mais ça nous permet quand même de réfléchir avec du recul sur notre positionnement
en tant que PNR? Est-ce qu'on est un acteur? Est-ce qu'on est un élément que doivent défendre les autres acteurs du tourisme, comme les offices de tourisme ou les collectivités, hein? Malgré tout, il y a toujours cet élément en arrière-plan que citait Marie Coellier, qui est l'économie touristique. Effectivement, parce que ce que l'on fait demande beaucoup d'investissement en termes de mise en valeur patrimoniale. Et les collectivités, surtout en ce moment, hein, où il y a des difficultés budgétaires, recherchent aussi des retombées en termes d'économie touristique au parc de savoir être vigilant, voilà, et de présenter nos espaces, parce que c'est pas tout à fait la même chose si on est au bord de la mer ou si on est comme nous sur un territoire qui est plutôt agricole, de présenter nos espaces de façon à être suffisamment attirant pour que les gens veuillent y venir passer 3, 4 jours en dépensant un peu d'argent sur les hôtels ou les restaurants ou les activités que l'on peut leur offrir, tout en ne dénaturant pas le patrimoine qui fait l'identité de ce que peuvent être les PNR. Mais c'était malgré tout très intéressant et ça nous donne des angles de réflexion voilà, qui sont un peu différents et cette analyse était, on va dire, rafraîchissante malgré le fait qu'il ne fasse pas très chaud chez nous, hein. Mais malgré tout, voilà, ça nous donnait bien. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à tous ceux qui étaient présents. Voilà, j'espère que cela vous a été utile et voilà, plutôt sympathique à écouter et que ça nous donne des idées, n'est-ce pas, Denis, n'est-ce pas, Laurence, voilà, pour réfléchir à comment faire mieux et comment présenter encore mieux nos territoires respectifs. Mais j'ai pas toute la liste des gens qui sont présents connectés, mais voilà, je pense que ça devait être intéressant pour beaucoup d'entre nous. Merci à vous. Merci. Merci Non, pour Merci la beaucoup. question. merci. Merci. Bravo, Merci merci bien. beaucoup. Bonne Merci. soirée à tous.